Bienvenue à cette première nuit de l'optimisme à Paris. C'est une première, on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Je suis moi très heureuse de vous accueillir pour la première partie de cette nuit. Vous êtes près de 300 ce soir à nous retrouver pour ce moment. Et puis également le signe d'un désir, j'aurais envie de dire d'une pulsion de vie, une source d'énergie, de confiance et d'enthousiasme. Et c'est justement à une femme enthousiaste et confiante, en un mot optimiste, vous l'aurez compris, que nous devons d'être réunis ce soir à l'espace Cardin pour partager notre énergie positive, pas jusqu'au bout de la nuit, mais on va dire presque, et notre désir de penser et d'agir autrement. Mesdames et messieurs, j'appelle à me rejoindre sur cette scène Christine Quéré. Et je vous demande de l'applaudir bien fort. Alors Christine, bonsoir, bienvenue sur la scène de votre événement, notre événement, mais j'ai envie de dire votre événement ce soir, un événement qui a germé dans votre esprit, puis forme petit à petit. Comment il est né cet événement ? Bonsoir à tous, merci d'être là. Cet événement est né au fil de rencontres, au fil des inspirations. On a vécu avec ma famille en Afrique du Sud pendant près de 5 ans. À Johannesburg, et quand on est rentré, on était vraiment chargé d'énergie positive. Et quand je suis arrivée ici, j'ai vécu une expérience professionnelle assez compliquée, pour pas dire douloureuse, et j'ai découvert ce que c'était que la souffrance au travail, la maltraitance, etc. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. Il y a un bug. On ne peut pas passer sa vie comme ça en étant mal. Et bon, bref, je me suis fait virer. Et après ça, je me suis dit, à l'âge que j'ai, si je veux vraiment faire avancer mes idées, il faut y aller, quoi. C'est pas la peine de dire des choses, il faut les faire. Alors, qu'est-ce que nous allons fabriquer ce soir tous ensemble ? Bien, la première partie, c'est une partie d'inspiration, avec des orateurs inspirants qui sont là, et qui, en fait, ont pour mission, on va dire, d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à ce que c'est que l'optimisme. Ce sont des gens qui ont vraiment beaucoup travaillé sur le sujet, qui l'ont déjà beaucoup pensé, donc ils ont des choses à nous dire, et en même temps, ils n'ont pas préempté le sujet, parce que je pense que justement, ce qui est important dans l'optimisme, c'est le partage, c'est la collaborativité, c'est l'horizontalité, et donc si on est tous là aujourd'hui, c'est qu'on a tous un savoir-faire. Donc au début, ils sont sur la scène, mais après, on sera tous ensemble. Je vous souhaite une soirée optimiste, enthousiasmante et pleine de partage et de rencontres. Bonne soirée. Merci Christine, merci, on applaudit. Enthousiastes nous sommes et je vous en remercie. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir un passeur d'optimisme, Mathieu Baudin. Mathieu Baudin, bienvenue. Vous êtes historien et prospectiviste, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables, un think and do tank dont la vocation est de réhabiliter le temps long dans les décisions présentes et d'inspirer le débat public. Je vous laisse nous inspirer ce soir, vous qui êtes un conspirateur positif. Et je ne suis pas le seul. C'est un sport collectif, la conspiration positive. Alors, vous devez vous sentir dans une période un petit peu étonnante. Tout autour de vous, il y a des tumultes. Pourtant, qu'on le veuille ou non, qu'on le craigne ou pas, on est sur le point de vivre un certain nombre de passages, de tipping points, des seuils critiques au-delà duquel l'irréversibilité est engendrée. Qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou pas, d'ici peu, on sera 9 milliards. D'ici peu, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé du monde. L'Inde sera la première des nations. Et nos amis chinois seront certainement devenus vieux avant d'être riches. Peut-être qu'il n'y aura plus assez de lithium pour tous nos portables. Peut-être qu'il n'y aura plus assez de pétrole. Peut-être que les neiges éternelles du Kilimandjaro seront collector. Dans le même temps, il faut savoir que l'humanité produit en 2 jours autant d'informations qu'elle en a produit depuis sa naissance il y a 2 millions d'années. Donc on se trouve à la jonction entre 2 mondes. Un monde ancien qui montre partout les signes de son obsolescence, pétri par une croyance dépassée, celle d'une croissance infinie dans un monde fini, et un monde d'après, affleurant et pluriel, qui montre partout les signes de son effervescence, mais qui peine encore à trouver sa cohérence. Un monde se meurt
et un nouveau tarde à apparaître. Et si, comme le dit le poète, dans ce clair-obscur apparaissent des monstres, force est de constater également que des explorateurs y prennent le large. À l'Institut des Futurs Souhaitables, nous sommes des passeurs-connecteurs entre explorateurs de monde. Optimistes offensifs, nous avons la folie de monter à la vigie en pleine zone de tumulte, parce que nous avons l'intuition que ce n'est pas une tempête qui passe, mais un changement de civilisation qui s'installe. Notre artisanat, c'est de faire des voyages dans le futur. Alors c'est un voyage immobile, je le dis à tous les candidats à l'exil. C'est une aventure durant laquelle 20 voyageurs volontaires du siècle qui vient imaginent demain à l'aune de ce qu'il pourrait être de mieux. Et à chaque voyage, à chaque retour au port, les cales pleines de curiosité, on en retire des bonnes nouvelles. La première des bonnes nouvelles, elle est contre-intuitive, et pourtant, le temps du monde fini commence, et c'est tant mieux. Pas un seul jour sans que le système nous montre des signes de son obsolescence. Pas une seule discipline qui ne soit questionnée profondément dans sa réalité. Pas un journaliste qui se pose la question, écrire dans un journal papier à l'heure de la fluidité de l'information, est-ce que c'est encore ça l'avenir ? Pas un taxi à Paris en ce moment qui se pose la question, est-ce que le numérique va changer ma vie ? Pas un pédagogue qui enseigne à la génération de demain se posant quelques questions. Il n'y a pas une seule discipline qui est épargnée par cette introspection profonde. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième des bonnes nouvelles, aussi contre-intuitive, c'est que tous les tipping points qu'on nous annonce, tous ces seuils critiques au-delà duquel l'irréversibilité est engendrée, tous ces points de basculement après lesquels ce ne sera plus une question de croyance, mais une question de résilience, eh bien, tous nos experts nous disent que c'est entre 2030 et 2045. Ce qui veut dire que de nos yeux vus, nous allons voir les conséquences de nos actions autant que de nos inactions. Et même les chantres du système le savent et s'aperçoivent que finalement, ils sont condamnés à changer. Les bonnes nouvelles, plus intuitives celles-là, c'est que des explorateurs de monde, il y en a partout, dans tous les champs et sur tous les continents. C'est que non seulement ils sont partis pour aller explorer demain, mais ils sont déjà en train de revenir. Ils ont juste des problèmes de traduction à ceux qui sont restés à quai. Et ça, dans tous les champs. Des transitionneurs sont en train d'imaginer une ville sans pétrole avec une résilience de 20 ans. Des holacrates imaginent une démocratie horizontale. Des apiculteurs, que vous êtes certainement, cultivent un certain art de vivre qui pourrait présumer la réalité de demain. Et finalement, c'est ça la plus grande des nouvelles. C'est que peut-être un autre monde est possible, mais que certainement un nouveau regard au monde est déjà là. J'en veux pour preuve nos futurs intervenants qui en sont les témoins. Merci. De sondages, en lecture des journaux, on nous dit que notre morale est très bas, qu'on est très malheureux, très dépressif, qu'on consomme des anxiolytiques en quantité astronomique. Et bien finalement, contrairement à une idée reçue, moi j'avais envie ce soir d'axer le débat sur le fait que l'optimisme n'est pas seulement qu'un regard. On dit souvent les optimistes, ils regardent toujours le verre plein et pas le verre vide. Et puis en lisant le livre de Philippe Gabillet et en me plongeant dans la préparation de cette soirée, et ben finalement, ce qui m'a le plus intéressé, c'est de découvrir que l'optimisme, c'était également une façon de voir la vie, une façon de changer le monde, un regard porté, un mode d'action. Et finalement, être optimiste, c'est pas tellement vouloir le monde différent de celui qu'il est, mais c'est justement de le fabriquer autrement. Et donc, c'est bien ce soir sur ce thème-là que nous allons débattre avec les invités. Alors, Philippe Gabillet, je vous ai déjà entendu dire qu'en période de crise, c'était très important, en fait, d'être optimiste et qu'on en avait besoin. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que si on fait le contraire, il se passe ce qui se passe. Comme je dis, moi, si vous ne pensez pas que l'optimisme, c'est la meilleure ressource pour affronter la crise, c'est avec le pessimisme. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc, il n'y a même pas de débat. C'est un espèce de constat. Et en revanche, c'est vrai que c'est un constat qui n'est pas obligatoirement intuitif. Genre, on va vous dire, mais regardez le monde dans lequel on vit. Enfin, c'est la cata. Il y a du chômage, il y a de la misère. Il y a, maintenant, on peut plus se balader en scooter dans le quartier sans avoir des gars qui vous paparazzitent et tout. Enfin, c'est pas possible. Alors qu'en fait, non, on vit, franchement, il y a de la misère, tout ça, mais tous, ici, dans cette salle, on a une vie dont nos arrière-grands-parents auraient rêvé.
Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde l'a, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations à faire, mais fondamentalement, l'énergie du monde, qu'on le veuille ou non, quand on regarde les faits, elle est positive. Dans le monde entier, la violence recule, la pauvreté recule, on trouve des solutions nouvelles à plein de choses. Enfin, voilà, quoi. Donc, et ça doit nous donner cette énergie, justement, pour lutter contre ce qui ne va pas et qui, effectivement, ne va pas du tout, parfois. Mais on est dans un monde où, si on n'optimise pas ce qui est, ça ne veut pas dire qu'on trouve que tout est génial. On regarde le monde comme il est, on se dit, il n'est pas parfait, je vais essayer d'agir, je vais en faire quelque chose. Je refuse à consentir au mal. Et philosophiquement, d'ailleurs, hein, l'optimisme et le pessimisme, en fait, démarrent sur un même constat, c'est que le monde dans lequel on vit est imparfait. Simplement, l'optimiste dit, je vais tenter le coup, quoi. Je vais faire des paris, je vais partir du principe que quel que soit le monde dans lequel on est, on peut l'aborder d'une façon positive et active. C'est un choix, quoi. Oui, c'est ce que disait Leibniz. Hein. C'est pas finalement, c'est pas se dire que tout va bien. Finalement, c'est d'accepter le monde tel qu'il est et d'avoir l'intention de le changer. Alors, l'accepter, non, parce qu'en fait, Leibniz, là, philosophiquement, ouais. Leibniz était plutôt là-dedans. Il y avait un débat théologique. Et en fait, il y en a un qu'on a un peu oublié, qui était Fénelon, qui est arrivé un peu plus tard, qui était vraiment un homme des Lumières. Qui en fait, lui, il se définissait pas comme étant un optimiste, mais il se définissait, c'est un vieux mot français qu'on n'utilise plus aujourd'hui, comme un mélioriste. C'est-à-dire quelqu'un qui considérait qu'il était de son devoir d'humain d'améliorer le monde dès l'instant où Dieu lui avait donné un monde qui n'était pas parfait, mais c'était à lui derrière d'optimiser. Donc c'est vrai que les optimistes sont des mélioristes, et pour être mélioristes, il n'y a pas 25 000 solutions, quoi. On est obligé d'agir, de se comporter, d'abord d'ailleurs vis-à-vis d'autrui. La première raison pour laquelle on doit être optimiste, ça me semble, elle est sociale. C'est qu'on serait tous dans notre coin, on a de compte à rendre à personne. Mais le pessimisme, en plus, c'est je veux dire, le pessimisme est une posture intellectuelle, d'abord généralement assez brillante, pas très très compliquée à assumer, parce qu'il y a plein d'informations partout qui nous confortent que dans l'idée que tout va mal. En revanche, dès l'instant où on n'est plus seul dans la vie, c'est-à-dire on est père ou mère de famille, on a des collaborateurs, on s'occupe d'associations, on a des bénévoles à faire fonctionner. Mais le pessimisme, ça devient une faute morale. Il ne s'agit pas, je dirais, d'avoir raison et de dire, mais regardez le monde, le problème n'est pas là. Si on considère qu'on a comme devoir, un devoir de mise en énergie de l'autre, un devoir de création d'enthousiasme, ben, dans ce cas, allons chercher des éléments factuels qui nous permettent de le faire. Regardons ce qui va bien dans le monde, ce que fait Spark News, ce que font d'autres. Voilà, on regarde où ça va bien, et puis derrière, on va capitaliser là-dessus. On va parler solutions. Il n'y a pas que des solutions, mais quand il y en a, regardons-les. Hein, moi, je donnais un exemple l'autre jour. On me dit, oui, vous comprenez, statistiquement, les statistiques sont formelles. Si vous avez moins de 25 ans, vous n'avez pas de qualification professionnelle, et vous habitez en banlieue, ça va être très dur. Ouais. C'est vrai que statistiquement, c'est pas faux. Il n'empêche que tous les jours dans notre pays, il y a des jeunes de moins de 25 ans, sans qualification professionnelle, qui habitent en banlieue et qui trouvent du boulot. Comment ils ont fait? Là, ça commence à devenir intéressant. Et on ne pourra de toute façon apprendre des choses qu'à partir de l'exception positive. Alors si l'optimisme, c'est ça, je revendique. Alors justement, Charles-Martin Crum, vous aussi, hein, vous vous intéressez au travers justement de la psychologie positive, qui est une science toute jeune. Est-ce qu'on peut dire, comme vient de le dire Philippe Gabillet, reprendre ce terme de Fénelon, que vous êtes un mélioriste et que la psychologie positive, c'est justement l'idée de regarder ce qui va bien ou comment ça marche quand ça va bien? Ça dépend. En fait, la psychologie positive, c'est une science, effectivement, on s'intéresse au fonctionnement optimal des personnes, ou des groupes, ou des institutions. Et c'est vrai que, statistiquement parlant, une fois de plus, mais quand on dit statistiquement, c'est jamais du 100%. Donc, dans une certaine mesure, c'est vrai, dans une autre, c'est pas toujours vrai. N'empêche que l'optimisme, globalement, contribue au fonctionnement optimal des personnes. Alors, le fonctionnement optimal, ça va être le bien-être, le bonheur, performance, résilience, dans différents types de contextes, c'était évoqué tout à l'heure, scolaire, sportif, entreprise, santé. Et voilà. Mais après, il va s'agir de faire un petit peu la part des choses entre... il va s'agir de savoir, oui ou non, est-ce qu'il y a un effet? S'il y a un effet, est-ce qu'il est grand ou pas? Et après, dans quelles conditions ça marche? Donc en fait, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de savoir si on a raison ou pas. C'est vrai que globalement, forcément, je souscris à ce que dit Philippe Gabillet. Être optimiste, ça laisse quand même présager plutôt des choses bien, on va dire. Mais on reviendra par la suite parce que je vais
je vais un petit peu, je vais peser comme un petit peu le vous nous révélez pas tout de suite toute la non, suite du débat. Pour ça, j'ai rien dit. Non, mais franchement, j'ai rien c'est dit. là, vous voyez l'optimisme, il regarde très loin devant, alors il anticipe. Oui, Mais exactement. dites-nous, juste un mot, en psychologie positive, finalement, ce que vous avez découvert et qui mérite d'être souligné, c'est qu'en fait, ça s'apprend, ce regard, cette façon de voir, cette façon d'agir. Alors, il y a différentes choses qui ont été montrées. Déjà, au niveau du cerveau, il y a des zones de l'optimisme. On a pu montrer avec des IRM qu'il y avait effectivement des gens qui sont optimistes, il y a des zones qui s'allument plus que chez les autres. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on est chercheur, on se dit toujours, quand on fait passer des questionnaires, peut-être que la personne, elle répond en fonction de ce qu'elle pense qu'on aimerait qu'elle réponde, et du coup, c'est biaisé. Mais là, non, parce que là, il y a des zones de l'optimisme qu'on peut vraiment objectiver. Ce n'est pas une question de croyance, non, on repère vraiment au niveau du cerveau des zones. Alors après... Mais ça, par contre, je crois que c'était plus tard qu'on en parlait. Mais bon, je vais en parler maintenant. Mais il va m'embêter toute la soirée. Non, je vous le dis avant parce que, vous voyez, c'est ça. Je ne sais pas si c'est une vertu de l'optimisme, d'ailleurs. Mais un jour, Philippe Gabilla a quand même écrit qu'un optimiste, c'est un pessimiste qui s'ignore. N'est-ce pas, Philippe? Voilà. Mais l'optimisme, effectivement, ça peut s'apprendre. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont pessimistes. Il n'y en a pas dans la salle, je pense, sinon ils ne seraient pas là. Mais effectivement, ça s'apprend. Ça s'apprend. Tout va dépendre comment on va définir après l'optimisme. Est-ce qu'on considère que l'optimisme, c'est s'attendre à des choses bien et ne pas s'attendre à des choses pas bien? Donc ça, c'est une première manière de voir les choses. Sur le plan théorique, on parle là d'optimisme dispositionnel. L'inconvénient, là, c'est que ça ne donne pas trop de perspectives pour travailler sur la transformation du pessimisme vers l'optimisme. Par contre, il y a d'autres manières de concevoir l'optimisme. Par exemple, on peut considérer quelqu'un qui est optimiste, c'est quelqu'un qui pense qu'il contrôle ce qui lui arrive. Quand il lui arrive quelque chose de pas très bien, il va considérer que c'est lié à une cause qui est vraiment transitoire, qui est très spécifique à la situation, et que si elle devait être confrontée à nouveau à cet événement-là, elle pourrait changer l'issue de ce qui va se produire. Quelqu'un qui est pessimiste, lui, il va faire autrement. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ouais, de toute façon, quoi que je fasse, il n'y a rien qui changera, donc j'y arriverai pas. Ça, c'est quelque chose qu'on peut changer, très clairement. Finalement, le pessimiste, il a le sentiment qu'il n'a pas le pouvoir de changer les choses, alors il baisse les bras. Alors justement, vous, Laurence Vanet, vous n'avez pas baissé les bras, au contraire, parce que vous êtes arrivé, je le disais tout à l'heure, quand vous êtes arrivé au ministère de la Sécurité sociale belge, en vous disant, mon Dieu, soit je m'en vais tout de suite, soit je fais autrement. Comment justement, finalement, votre démarche, comment vous l'avez menée et comment vous avez entraîné le reste de l'équipe? Dans quel esprit, justement, dans cet esprit optimisme? On était effectivement confrontés à un très gros changement puisqu'on avait supprimé le bureau individuel de chaque fonctionnaire. Vous imaginez à quel point ils étaient malheureusement perturbés. On proposait 7 bureaux pour 10 personnes. Et quand je suis arrivée, au bout de la première semaine, je me suis dit, je ne vais pas rester, je ne vais pas revenir à la semaine prochaine. Et je me suis dit pendant le week-end, mais je ne peux pas faire ça. Il faut vraiment que je retrouve mes conditions de bonheur. Et je ne peux pas être la seule à être heureuse au travail. Et on va y arriver tous ensemble parce qu'un fonctionnaire, finalement, c'est un être humain qui peut ressentir des émotions positives aussi. Donc on va y arriver ensemble. Et effectivement, c'était toute la démarche que de dire, mais les amis, soyons les maîtres de notre destin et recréons les conditions qui vont faire qu'on va vraiment s'éclater ensemble et qu'on va pouvoir passer d'une image de fonctionnaire poussiéreux derrière un bureau et des piles de papier à un lieu de travail où chacun va se sentir totalement épanoui et où en plus de ça, tout le monde va vouloir venir travailler. Et oui, je suis plutôt de tendance positive et donc ça n'a pas été rose et violette tous les jours. Comme on dit en Belgique, ça a parfois été franchement difficile. Mais il y avait toujours quelqu'un qui gardait l'espoir. Et ça, c'est quelque part la définition pour moi de l'optimisme, c'est de se dire qu'il y a toujours un espoir, toujours une façon de faire, toujours une porte de sortie. Et on les a trouvés ensemble. On a mis énormément d'énergie dans la co-création, plutôt que de penser les choses pour tout le monde en se disant « Tiens, si ça marche pour moi, je vais faire exactement la même chose ». Non, c'était d'impliquer absolument tout le monde dans cette définition, finalement, de cette nouvelle façon de fonctionner. Et au bout de 4 ans, force est de constater que tous les indicateurs, parce qu'on nous dit souvent l'optimisme c'est quelque chose de très gentil, on voit passer des licornes à paillettes et des bisounours absolument partout. Absolument pas, on agit sur des indicateurs qui sont financiers, qui sont opérationnels, qui sont écologiques, qui sont humains, et tout va dans le bon sens, et c'est une véritable spirale positive qui se crée.
Alors justement, vous illustrez très bien ce que dit, je reprends les propos de Philippe Gabillet sur l'idée d'être finalement pessimisme de chemin, mais optimisme de but en fait. C'est un peu ce qu'illustre Laurence Vanet, c'est-à-dire se dire ça va être difficile, je me cache pas et je ne nous cache pas que ça va être difficile, mais finalement on regarde vers un objectif optimiste. De toute façon, tout est préférable à ce qu'on appellerait la posture dépressive, c'est-à-dire pessimisme de but et de chemin, c'est-à-dire qu'on va échouer puis on aura mal, quoi, en gros. Bon. Et alors, ce qui est dramatique, c'est ce que nous, on a un petit peu tendance à faire dans certains pays, c'est la posture cynique, c'est-à-dire la posture, on va dire, du genre pessimisme de but, mais optimisme de chemin, quoi. C'est-à-dire qu'on va rater, d'accord, mais on se sera bien marré. Et ça, on va pas atteindre l'objectif, mais ça, vous allez voir, ça va vous apprendre des trucs. Et ça, je dirais, pour plomber une ambiance, ça se pose un peu là. C'est français, vous diriez que c'est français, Philippe Gabillet? Alors, c'est français. C'est français parce que c'est intelligent, dans le fond. Quand on y réfléchit. Mais c'est vrai, c'est très malin. Les Français, d'ailleurs, ne sont pas des gens pessimistes. Il faut arrêter avec ça. Les Français sont des gens qui cachent leur joie. Oui, voilà. Oui, c'est-à-dire que, vous voyez, je crois que c'est Michel Audiard qui avait dit, de toute façon, en France, si les pessimistes volaient, ben, il ferait nuit. De toute façon. Donc on cache ça et on veut pas, on a du mal à admirer. Et donc, entre autres, on a du mal à s'admirer nous-mêmes. Et donc, dès qu'il y a un truc qui va bien, sauf à avoir des journalistes de temps en temps, des gens qui disent, non mais regardez, on réussit des trucs, bon sang, et c'est pas obligatoirement un accident, c'est pas, on dit parce qu'il y a eu de l'énergie, il y a eu de l'intelligence, il y a eu de la créativité. On a un mal fou à admirer. On ne sait pas, et c'est François Truffaut qui disait dans le fond, il parlait du cinéma, il disait dans le fond, la vraie critique, ça devrait d'abord être une pédagogie de l'admiration. Et c'est vrai que moi je crois que le jour aujourd'hui où non seulement les médias, mais pas que, il ne faut pas qu'ils portent le chapeau, les intellectuels en général, le jour où ils décideront de devenir en France des pédagogues de l'admiration, ou du moins certains d'entre eux, ce que certains commencent à faire, là je dirais tout d'un coup, instantanément, c'est une espèce de brise comme ça, nouvelle qui va apparaître. Mais alors vous me donnez voilà, une occasion merveilleuse de demander si vous êtes un pédagogue de l'admiration, Christian de Boisredon, puisque vous avez fait le pari d'une information, on va dire positive entre guillemets, parce que vous aimez bien dire que vous êtes apporteur de solutions, hein, encore une fois, donc on est bien dans l'action. Dans le journalisme, les journalistes disent les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Et effectivement, le grand écueil, c'était de dire on va parler des bonnes nouvelles ou de voilà. Et ça, les journalistes détestent. Et je pense qu'ils ont raison parce que c'est pas une information. Le rôle du journaliste, c'est de dire ce qui se passe. Par contre, quand on parle des solutions face aux problèmes, là, c'est vachement intéressant. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai des parents très optimistes, justement positifs. Et c'est une anecdote que je raconte souvent dans les petites classes parce que ça les rassure. Petit, j'étais dyslexique et la première fois que j'ai eu 0 en dictée, on a fait une fête à la maison, c'est la première fois que j'avais pas moins 15. Et n'empêche que je pense que ça m'a aidé justement à me dire bon bah voilà, on peut quand même. Bon. Et puis finalement après, j'ai écrit un bouquin qui est devenu un best-seller, donc je l'ai offert à ma prof de français. Donc comme quoi il n'y a pas de fatalité, mais surtout effectivement avec 2 copains, on regardait le journal de 20h, on en avait un peu ras-le-bol d'entendre que des catastrophes. Et on s'est dit, mais et si on partait découvrir le monde avec nos propres yeux et pas ceux de la caméra du JT. Et donc on est parti voilà, faire un tour du monde. On est parti d'une vieille 104 pourrie qu'on avait acheté 500 €. Alors on a trouvé un sponsor. On s'est dit, qui on va trouver comme sponsor? On est allé voir Carrefour, parce qu'avec Carrefour, je positive. Et en plus, ça a bien marché. On a même emmené des employés de Carrefour avec nous, etc. Enfin, c'était très collaboratif. Et voilà, et donc on a fait ce tour du monde, et quand on est rentré, les gens nous ont demandé, mais racontez-nous tous ces gens que vous avez rencontrés. Et là, on a loué une salle qui était à salle Wagram, ce qui était une folie, parce qu'on n'avait pas l'argent pour la payer, donc on avait réussi à se faire prêter de l'argent par nos parents, il fallait la rembourser le lendemain. Et on a eu 3500 personnes qui ont payé 10 €. Et c'est là où on s'est dit, mais tiens, en fait, les gens, contrairement à ce que les médias disent, ils veulent qu'on leur parle de ce qu'il y a de positif, des hommes et des femmes qui se lèvent et qui trouvent des solutions. Et voilà. Et puis après, le livre, du coup, est sorti dans les meilleures ventes, non pas parce qu'on n'était pas des grands écrivains, mais parce qu'il y avait une soif de ces histoires. Et voilà. Et puis après, donc, on a créé un autre projet qui était plutôt en France, sur justement comment aider les médias. Et puis là, maintenant, Spark News, avec une partie de l'équipe qui est là, Stéphanie et Valentine, où en fait, on source des projets. Donc, on a créé une plateforme vidéo, c'est-à-dire que vous tous, là, dès que vous voyez une vidéo sur Internet, vous pouvez la mettre sur Spark News pour la partager. Les journalistes viennent s'inspirer. Donc ça, c'est un premier outil de sourcing, de crowdsourcing de toutes ces solutions qui existent. Et puis, on a proposé un défi. L'année dernière, c'était 20 rédacteurs en chef de 20 grands journaux.
Donc le rédacteur chef du Monde, du Times of India, du Petit Quotidien aussi des enfants, femme d'Olivier qui est là aussi, de la Stampa en Italie, du Plus Gros au Brésil, etc. On leur dit, et si on faisait un supplément sur les solutions qui changent le monde, tous ensemble? Et ça a très bien marché, on a touché 50 millions de personnes, et ils étaient tellement contents qu'on s'est retrouvés à Paris pour réfléchir comment on peut continuer à travailler sur cette idée de impact journalism, parce que si on parle de journalisme positif, là, ça fait fuir tous les journalistes. Ah oui, donc vous avez trouvé une ruse. Vous dites, il fallait, voilà. Journalisme. Parce que quand même, la première fois que j'ai parlé de cette idée-là, les journalistes ont dit non, mais attendez, ça va pas du tout. Et puis, quand même pas, vous n'allez pas nous apprendre à changer notre métier. Et donc voilà, il a fallu trouver des termes qui passent. Voilà. Et impact journalism, c'est oui, on a de l'impact quand on dénonce les problèmes. C'est important d'alerter les gens. Mais on a aussi un double impact quand on parle des solutions, parce que les gens peuvent agir derrière. Et voilà, c'était ça l'idée. Alors finalement, Élodie Cos, est-ce que je fais le lien avec ce que vient de dire Christian de Boisordon, vous n'avez pas un peu la même mission, mais à l'intérieur de l'entreprise, auprès des salariés, qui est l'idée de cet impact positif au moment où finalement, dans votre métier, on vous parle à longueur de journée des RPS, les fameux risques psychosociaux, de la souffrance au travail, comment finalement s'adresser aux salariés et faire en sorte que les salariés dans une entreprise se mettent en mouvement dans un axe un peu plus positif ou constructif. Oui, tout à fait. En fait, quand j'écoute Christian et puis mes amis, là, je réalise qu'en fait, moi, ce qui m'a conduit à réfléchir sur l'optimisme, c'est vraiment au quotidien, auprès des salariés, dans des environnements semblables, avec une pression ou une hostilité ou des changements qui étaient partagés, vraiment de constater qu'il y avait une différence fondamentale. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Donc je trouvais, et on a plutôt été formatés. C'est vrai que moi, en tant que médecin, on apprend plutôt à faire le diagnostic de la maladie, à regarder ce qui marche pas pour le réparer. Et là, je me suis dit, en fait, comment il fonctionne? Et moi, j'avais envie de partager avec vous déjà une réflexion, c'est quoi être en bonne santé? Parce que là, on peut trouver des définitions assez classiques de la santé, notamment par l'OMS, qui dit que la santé, c'est un état global de bien-être physique, mental et social, et non l'absence de maladie. Donc, avec ça, effectivement, je pense qu'il faut être bien optimiste pour se considérer en bonne santé. Et il y a une autre définition, moi, qui me parle plus et qui va permettre d'illustrer mes propos. C'est Georges Canguilhem, qui est un médecin et philosophe, qui a dit qu'en fait, la santé, c'était un rapport subjectif à sa vie. Et être en bonne santé, c'est avoir cette capacité de mobiliser des ressources internes pour faire face à l'adversité et surtout pour tolérer les infractions à la norme. Alors quand on voit ça, effectivement, là, cette subjectivité par rapport à la santé, si je la compare à ce que j'ai pu trouver dans les livres, parce que on l'apprend pas en fac de médecine, hein, l'optimisme. Je vous assure qu'on nous fait pas beaucoup travailler dessus. Et en fait, quand j'ai vu que dans l'optimisme, il y avait 2 dimensions psychologiques fondamentales qui étaient, la flexibilité psychologique, c'est-à-dire la capacité à élargir le champ des possibilités, à élargir les stratégies d'adaptation. Donc ça, c'est vraiment la première caractéristique des optimistes. Et 2, les optimistes, ils ont cette notion, cette efficacité personnelle. C'est-à-dire que comme disait Charles, c'est-à-dire que l'un optimiste, il va se sentir responsable de ce qui se passe et il va avoir le sentiment d'avoir un sentiment, et puis clairement, il vit le fait d'avoir une marge de manœuvre et d'être responsable d'une partie de ce qui se passe dans sa vie. C'est ce que disait Philippe Gabillon, disait optimiser. Hein, voilà. C'est vraiment ça. Donc ça, quand après on le rapporte à ce qu'on sait sur la santé des optimistes. Parce qu'en fait, la bonne nouvelle et ce que je voulais partager avec vous, c'est que on a énormément de données sur la santé des optimistes, et les optimistes sont globalement, vraiment, et statistiquement, je ne sais pas, mais en tout cas globalement, en meilleure santé que les pessimistes. Alors, pourquoi? Moi, je pense qu'il y a vraiment 3 axes sur lesquels on peut expliquer cette notion de meilleure santé. C'est par cette efficacité personnelle, puisque un optimiste, il va considérer qu'à partir du moment où il va mettre en action un comportement, une action, ça peut avoir un impact sur sa santé, sur sa vie et sur les événements. Donc, en fait, les optimistes, clairement, et moi je le vois dans mon boulot, je le vois au quotidien,
ils sont réceptifs au message de prévention. Ils vont avoir un meilleur suivi médical, ils vont avoir une meilleure hygiène de vie. D'ailleurs, on le voit, hein, cette notion d'optimisme et d'addiction et d'hygiène de vie est vraiment prouvée. Donc, ils vont avoir une meilleure hygiène de vie. Et on va le trouver dans l'adversité, dans les mauvais moments. On a des données qui montrent que les optimistes tolèrent mieux la douleur, traversent de façon plus sereine les épreuves de la maladie, parce qu'ils ne sont pas épargnés par la maladie, hein, on pourra en parler après. Et surtout, ils sortent plus vite et plus facilement des épreuves et des traitements lourds. Donc ça, c'était vraiment le premier pilier sur lequel un optimiste peut s'appuyer, c'est cette notion d'efficacité personnelle. Deuxième point, on sait, ça paraît la palissade, mais c'est une réalité, les optimistes ont plus de... Voilà, ça y est, je suis perturbée. Oui, par moment, on va sourire. Bon, je lirai après. Les optimistes ont plus d'émotions positives. Donc, j'en parlais, les émotions positives, en fait, elles vont solliciter une zone du cerveau qui est au niveau du cortex frontal inférieur, qui vont agir directement sur les hormones de stress. Et on va pouvoir doser chez les personnes optimistes un taux de cholestérol et d'adrénaline qui va être plus faible. La conséquence immédiate, et ce qu'on va pouvoir mesurer au niveau santé, c'est que les optimistes présentent moins de pathologies cardiovasculaires, moins d'hypertension, d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux. Donc vraiment, on a une donnée sur les accidents vasculaires, sur les pathologies cardiovasculaires, et une deuxième donnée, ça va être sur le système immunitaire. Donc avec un meilleur système immunitaire, moins de maladies infectieuses et des données très intéressantes et un bouquin extraordinaire qui m'a permis de découvrir toutes ces données, qui est le bouquin de Thierry Janssen sur le défi positif et notamment un spécifique sur le cancer du sein de la femme qui montre vraiment l'impact de la psychologie, enfin de l'esprit au sens large, de la psychologie et de l'optimisme sur le système immunitaire et sur les cellules tueuses qui sont impliquées dans le cancer. Donc ça, c'était le deuxième point, c'était les émotions positives. Et le troisième point, effectivement, c'est que les optimistes ont moins de pensées négatives, moins d'émotions et de pensées négatives, ce qui va expliquer que, donc là, on est plutôt sur la voie de la dopamine, mais là, je ne vous en parlerai pas, parce que peut-être que tu pourras rebondir, parce que c'est pas vraiment, c'est trop spécifique, trop scientifique pour moi, là, pour vous l'expliquer, mais en tout cas, clairement, ils sont moins stressés, moins anxieux, et ils vont présenter moins souvent et de façon moins sévère des épisodes dépressifs. Donc ils vont être protégés par rapport à la dépression. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons-là, ben moi, oui, au quotidien, face à mes salariés, j'ai envie d'aller titiller, d'aller chercher justement cette capacité d'adaptation et cette flexibilité pour les aider à rebondir et à passer les épreuves. Finalement, vous illustrez ce que Voltaire avait déjà dit. Hein, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Vous, en tant que médecin, vous nous dites que voilà, c'est bon pour la santé. Alors, Philippe Berteuil, je disais en vous présentant que vous travaillez entre le Canada et la France, et au Canada, en tout cas, plutôt au Québec. Et vous me disiez finalement que ce qui vous frappe, finalement, quand vous êtes en France, c'est déjà notre façon... C'est le langage, en fait, qu'il y a quelque chose en fait qui se joue chez nous autour du langage, et pourtant on partage cette même langue. Alors, il est exact qu'à chaque fois que je reprends mon avion pour rentrer de Montréal en France, c'est un choc de culture impressionnant. Dès qu'on arrive à Roissy, on commence à entendre les annonces à l'envers. Le Québec a réalisé depuis très longtemps ce qu'on appelle là-bas la communication positive, qui est un dérivé de ce dont on parlait à l'instant. Partant des travaux anciens qui remontent à Freud, comme quoi le cerveau humain a énormément de mal à imprimer les choses négatives. Et donc les Québécois, depuis très longtemps, à la mode des anglo-saxons, ont tout traduit en positif. Et c'est vrai que quand nous travaillons, nous de l'autre côté de l'Atlantique, avec mon équipe, c'est vraiment nous devons faire un effort pour surveiller notre langage, sinon on se fait reprendre. On se fait reprendre. Vous savez, donc, vous connaissez l'histoire qui avait été au début découverte par Freud et ensuite développée par les Hans Selye au Québec. C'est que si je mets dans ma pensée des éléments négatifs, je vais naturellement l'exprimer par des mots négatifs et le résultat sera négatif. Et à contrario, si je mets dans ma pensée des éléments positifs, j'aurai tendance à l'exprimer par des vocabulaires positifs et le résultat a plus de chances, mais ce n'est pas mathématique, plus de chances d'être positif. J'ai peur que mon gamin oublie ses clés ce soir, c'est une pensée qui est négative. Je vais donc l'exprimer en négatif. Surtout, promets-moi de ne pas oublier tes clés. Ne pas oublier, ça fait 3 négations.
Et le résultat, vous savez ce que c'est. C'est qu'il oublie ses clés. Oui. Alors qu'il y a une autre formulation, c'est de se dire dans sa tête, j'ai vraiment envie qu'il pense à ses clés. Donc je vais automatiquement le formuler avec des mots positifs. S'il te plaît, promets-moi de penser à tes clés. Et il y a plus de chances, mais ce n'était pas mathématique, que ça marche mieux. Alors si vous prenez les annonces des iPhones, enfin comment on appelle ça ici en France, des mobiles, des téléphones portables, et c'est absolument extraordinaire. Ça commence la plupart du temps par « je suis indisponible », ce qui semble une évidence, puisque l'autre ne répond pas. Et puis après, ça continue par « n'hésitez pas à », ça fait 3 négations. Et ça se termine par « je ne manquerai pas de vous rappeler ». Vous savez, nous baignons dans notre charabia, en québécois, nous appelons ça une bouillie de chat. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'en réunion, en entreprise, si vous ne pensez pas que, ben non. Vous ne croyez pas que, ben non. Et ça commence dans la vie personnelle. Quand j'ai paumé mes clés à la maison, je demande à ma chérie, t'as pas vu mes clés? Ben non. Alors que lorsqu'on est au Québec, on est plus dans une communication très positive où on va demander, quelle est la dernière fois que tu as vu mes clés? Ou plus manipulatoire, parce qu'ils sont très manipulatoires. Peux-tu m'aider à chercher mes clés? C'est pas mal, ça. C'est tout cela que... Ou rends-moi mes clés. Après, je reprendrai l'expression de Christian sur la presse. Moi, je travaille avec de nombreux clients, dont Radio-Canada au Québec. Et ils ont une obligation dans les news. Certaines radios, notamment les radios nationales, on ne donne pas de mauvaises nouvelles sans donner derrière une bonne nouvelle. Ah, ça c'est inspirant Voilà. pour les médias français. Si vous voulez, donc une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, il y a un équilibre. C'est une parité finalement de la nouvelle. Ça peut inspirer nos gouvernements. C'est-à-dire ça semble assez logique et naturel, puisque si vous parlez... Non, je pensais à la Ligue des optimistes. Je me disais, voilà, les optimismes sans frontières, là. La bonne nouvelle brute, c'est vrai, n'a pas d'intérêt en soi. En revanche, c'est vrai que si on apprend, on peut aussi apprendre à dramatiser des bonnes nouvelles. Parce que dans le fond, une bonne nouvelle peut être dramatisée. Et c'est formidable d'avoir sauvé des gens, d'avoir sauvé que des gens s'en soient sortis, qu'on ait trouvé des solutions. Mais il faut effectivement aussi raconter des histoires. Il faut raconter une histoire. C'est comme ça que ça se passe, Philippe Bertheil. Justement, vous disiez donc au Québec une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. On raconte à chaque fois finalement une histoire. C'est ce principe. Et c'est surtout qu'on donne les deux pendants de la nouvelle, voyez-vous. Dans ce pays, en France, là, vous avez depuis à peu près 35 ans les médias qui nous parlent des 3 millions de chômeurs avec des deltas, up and down. Et on oublie simplement de parler des 90% du pays qui au travail. Il y a 30 millions d'hommes et de femmes tous les matins qui travaillent. Et comme ça fait 30 ans que ça dure et que depuis 30 ans, on a dû être au moins plusieurs dizaines de... Enfin, on a dû passer de 50 millions à 60 millions de Français. Le delta, il est positif. Voyez-vous. Et donc, quand on va donner un chiffre sur le chômage, il faut penser que chaque fois qu'on donne un chiffre, notamment si vous écoutez, alors j'espère qu'il y a, je ne sais pas ce qu'on peut dire en France ou pas, parce que je sais que c'est aseptisé chez nous, chez vous par rapport à chez nous. Mais si vous je écoutez, crois que là, vous pouvez y aller. Là. On peut y aller, je peux me lâcher. Il y a une extrême bienveillance. Alors je vais me lâcher. Lâchez-vous. Si vous écoutez certaines radios continues en France, vous faites 400 km sur la route, vous écoutez la radio, vous vous suicidez à l'arrivée. Là, c'est clair. Mais ils oublient simplement de dire qu'il y a des gens qui embauchent tous les jours. C'est l'arbre. Qui parlait de l'arbre tout à l'heure? C'est Mathieu tout à l'heure. Oui, on pense au bruit que fait l'arbre qui tombe dans la forêt, mais on oublie le bruit le silence de la forêt qui germe. Le silence de l'arbre qui pousse. Exactement. Donc c'est ça, cette notion de nouvelle. Il y a dans l'entreprise, il y a dans l'économie, il y a dans la vie, et je reprendrai votre exemple, Philippe, tout à l'heure, d'extraordinaires choses qui sont merveilleusement porteuses d'espoir. Christian, oui, Christian avait envie de réagir. L'exemple que tu donnais était très intéressant. Je me souviens, on avait discuté avec une chroniqueuse de LCI et on lui disait, mais pourquoi vous ne parlez jamais des 500 000 emplois qui ne trouvent pas acquéreurs? C'est-à-dire qu'il y a des métiers où il n'y a pas de jeunes formés, et elle disait, ah mais ça c'est génial, et du coup, à partir de ce moment-là, à chaque fois elle disait, voilà, il y a 3 millions de chômeurs, mais il y a aussi 500 000 emplois qui ne trouvent pas acquéreurs parce que les jeunes ne savent pas qu'on embauche dans ce domaine, etc. Et en fait, souvent, je me suis rendu compte, c'est pas que les journalistes n'ont pas envie de parler de ce qu'il y a de positif, ils n'ont pas envie de nous déprimer, simplement parfois ils n'ont pas l'idée ou ils n'ont pas les sources d'information. Et donc ils sont beaucoup plus preneurs. Alors après, il y en a qui sont très cyniques, mais voilà. Et puis ça fait aussi effet boule de neige. Le directeur de l'information de la presse, qui est le plus grand journal de Montréal, enfin du Québec, nous disait, avec votre initiative, on se sent moins seul.
Parce qu'en fait, on se rend compte que je ne suis pas tout seul à avoir cette idée. On est 40 rédacteurs en chef du monde entier à avoir envie de parler plus souvent des solutions. Et ça nous galvanise, ça nous donne des arguments vis-à-vis de nos journalistes ou vis-à-vis de nos patrons, etc. C'est l'effet contagion. Oui, Philippe. J'ai vécu 2 expériences très récemment avec des étudiants indiens. Puisque dans le cadre de l'ESCP, nous, on a des étudiants du monde entier. Et je me souviens, moi-même, il m'est arrivé à un moment donné, on parlait de la société française, et je dois avouer que tout président d'Optimistes sans frontières que je sois, je me suis un peu laissé aller. Bon. Et j'ai le malheur de dire, de toute façon, ne rêvez pas, la France, c'est formidable, mais croyez-moi, puis je dis ça en rigolant, vous devez y avoir une grève quelque part. Puis vous savez, nous, les trains, ils sont effectivement quand même souvent en retard. Et là, il y a un étudiant indien qui dit, oui, donc vous avez des trains. Et alors là, effectivement, ça a un peu calmé. Et la semaine d'après, je repars, etc. On parlait de la société française et je dis... Alors eux, ils sont tous en même temps branchés sur Wikipédia, etc. Et toujours mon étudiant indien, toujours le même. Mais de toute façon, il m'a énervé celui-là, donc il a eu une bonne note. Et je dis, vous savez, en France, on a un problème qui est la dette. Et donc un petit bébé, le pauvre, qui naît à la maternité à côté, on a vu la République, un petit bébé qui naît à la maternité des Bleus à côté, un petit bébé français, il naît avec 30 000 € de dette. Et, bon, et à ce moment-là, il y a l'Indien qui est en train, il dit, oui, monsieur, je vous signale néanmoins, ça peut vous intéresser, qu'un petit bébé français, il naît aussi avec 350 000 € de patrimoine. C'est-à-dire que si vous prenez la richesse de la France, vous la divisez par 66 millions de clampins, ça fait 350 000 € par tête de pipe. Donc effectivement, vous avez une dette de 30 000, c'est trop. Vous avez quand même un patrimoine potentiel de 350. Et c'est vrai que ça n'enlève rien en fait, la dette c'est embêtant. Mais c'est une façon différente. Et ce sont les gens de l'extérieur qui nous disent, attendez, mais regardez quand même où vous êtes. Quoi. Il y avait Moi je me souviens aussi de quelqu'un qui me disait, Victor Hugo. Victor Hugo a écrit Les Misérables en fait il y a 150 ans quasiment. Hein. C'était autour de 1864. On aurait dit à Victor Hugo, Victor, dans 150 ans, un enfant qui naîtra à Paris, il aura une espérance de vie de plus de 90 ans, il sera soigné gratuitement, il pourra aller à l'école gratuitement jusqu'à un âge avancé, il pourra même se payer le luxe d'insulter le président de la République en classe avec la bénédiction de son instituteur. Victor Hugo, il serait tombé de sa chaise. Et on ne vit pas une vie formidable ? Bah non. Alors ça si c'est pas de la psychologie positive, Charles. Parce que je voyais, vous aviez envie de réagir à ce que disait justement Philippe Berthet sur les Québec et sur le langage. C'est là, on est en train de voir... Il n'y a pas de prof dans la salle. Non, mais même s'il y en a, je crois qu'encore une fois, ce soir, on a beaucoup d'autorisation parce qu'on a beaucoup de confiance. Et la confiance, c'est aussi de l'optimisme. Moi, je suis prof, alors je suis à l'aise pour parler de ça. J'ai été 18 ans enseignant dans le secondaire et maintenant, je suis prof dans une SP. Vous savez, c'est les anciens IUFM. Donc on forme des enseignants, là. Et qu'est-ce que j'essaye de leur enseigner ? Tout simplement à formuler des critères de réussite en termes de réussite. C'est-à-dire, vous avez réussi quand vous avez réussi à faire quelque chose. Et non pas, vous réussissez si vous ne faites pas ça, et si vous ne faites pas ça, et si vous ne faites pas ça. Ou alors, on va leur dire, je voudrais que vous appreniez par exemple à écrire. Et apprendre à écrire, ce serait ne pas faire de fautes. Là, on revient sur les formulations qui, d'une manière générale, sont formulées à l'envers. Dans le domaine du sport, c'est pareil. Moi, je fais de l'aviron, j'ai de la chance de faire de l'aviron. Enfin, j'ai de la chance en ce moment, c'est moyen quand même, parce qu'avec la tempête, l'eau, la pluie, le froid, c'est un peu. Mais je suis quand même optimiste. Demain, il y a entraînement, j'espère qu'il fera un meilleur temps. Et on a le barreur de l'équipe de France dans mon club, donc super. Et lui, j'ai passé tout un temps à le formater sur. Il y en a qui font de l'aviron, non ? Ouais, le bateau, il faut qu'il reste à plat. Pour qu'il reste à plat, il faut que tous les rameurs aient les mains à la même hauteur. Donc les avirons, ils arrivent comme ça, le bateau, il est à plat. Mais si jamais quelqu'un baisse les mains, si les mains sont baissées, le bateau, il va faire ça. Que dit le barreur ? Attention, baissez pas les mains. Bah oui, baissez pas les mains. Il faut faire quoi alors ? Quand on est en situation de faire une course, on est sur une logique de gestion de l'effort. Donc on est déjà occupé à ça, quoi. On sent qu'on a les jambes qui brûlent un peu, on a un peu du mal au niveau respiratoire. Et puis il y a le barreur qui nous dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc je l'ai vraiment... Avec les collègues, on a aussi insisté là-dessus. Donner les solutions. Tribord, monter les mains, par exemple. Donc, et pourquoi ? Parce que sinon, il y a tout un travail de recodage à faire. Et ce recodage-là... Alors, si on est dans le domaine du sport, on est dans le domaine du sport de haut niveau, c'est dommage, parce que peut-être que sur un bateau en équipage, ça va prendre 1 ou 2 coups d'aviron le temps que tout le monde se calme. Mais si à l'arrivée, il y a une demi-seconde, c'est un podium qui échappe. Pour les élèves, il y a des élèves qui sont capables de recoder, ça va très vite, mais il y en a d'autres qui ne sont pas capables de recoder. Quand on leur dit ne fais pas ça,
on leur dit pas ce qu'il y a à faire. Et là, pour le coup, pour certains, ça pose problème. Alors, sauf si on fait exprès. Parce qu'après tout, ça peut être aussi un jeu d'engager les élèves sur, sur un travail de créativité. Ne pas leur donner non plus tout fait, tout cru, quoi. Donc, dans ce cas-là, c'est volontaire. Mais alors, il faut vraiment que ce soit calculé. Et je pense que dans une certaine mesure, c'est culturel, quoi. Effectivement, c'est culturel. Philippe Berteuil, oui, vous vouliez... Oui, je veux rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que c'est exactement ça. Ça demande véritablement un effort de recodage à chaque fois qu'on donne des consignes négatives. Mais là, on n'est pas sorti de l'auberge parce que si à chaque fois qu'on prend la parole, il faut qu'on recode tout ce qu'on est en train de dire, je suis déjà même inquiète avec tout ce que j'ai dit au début de la soirée. Il suffit de le dire en positif. Oui, mais on le devient, on s'apprend. Ça s'apprend. On va faire un cours de ça s'apprend et il faut une sacrée volonté. Il faut une sacrée volonté. Vous savez, on commence demain, c'est comme les régimes. Vous vous rappelez que tout cela, toute cette connaissance que nous avons sur la communication positive vient du constat simple que le cerveau humain a du mal à imprimer le négatif. D'accord ? Si vous voulez une preuve, on peut faire l'expérience à 300 personnes, ça dure 3 secondes, vous êtes prêts ? Fermez les yeux, s'il vous plaît, fermez les yeux, merci. Ne pensez pas à un éléphant rose. Ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Bon. Or, quand je prends mon TGV, quand j'ai la chance, quand je suis en France, d'habiter la Bretagne. Il y a beaucoup de vent, je confirme en ce moment. Et donc, j'ai pris mon TGV hier pour vous rejoindre. À chaque arrêt, il y a 4 arrêts. Okay. À chaque arrêt, l'annonce en français, c'est « Veuillez penser à ne pas oublier vos bagages ». On nous demande de penser à ne pas oublier. Et vous prenez simplement l'annonce en anglais, quand vous prenez l'Orlyval ou le CDGval, toutes les navettes automatiques où les annonces sont en anglais, c'est make sure you have all your luggage with you. Veuillez vous assurer que tous vos bagages sont avec vous. Toutes les formulations anglo-saxonnes sont en positif. Chez les amis belges également, vous avez mis beaucoup de choses en positif. Et ça, c'est des choses étonnantes qui sont tellement simples de s'amuser à formuler. Ici, il y a marqué interdiction de marcher sur les pelouses, avec le résultat que vous savez. Au Québec, il y a marqué merci de respecter les plantations. C'est la même chose. Ça, vous avez fait ce travail justement sur le langage ? Vous savez, en Belgique, il y a le consensus à la belge qui existe. Hein. Donc on essaye de ne choquer personne et de quand même arriver à avancer, ce qui nous permet de fonctionner pendant 574 jours sans gouvernement. Je vous conseille d'essayer, c'est sympa comme expérience. Et nous, pour faire évoluer cette culture auprès de nos fonctionnaires, on a joué en fait effectivement sur les mots, mais en utilisant malgré tout un peu de négativisme, où on a créé les don't do's. Ne faites pas ceci, mais faites plutôt ça. Du style, don't manage, love. Arrêtez de gérer, aimez. Je dois vous avouer que la première fois que j'ai sorti ça au comité de direction, ils m'ont dit mon Dieu, qu'est-ce qu'on a été chercher là dans le secteur privé ? Elle n'est pas bien, on va la renvoyer. Mais c'était vraiment leur dire, écoutez, arrêtez de chaque fois avoir les mêmes systématismes, de prendre des indicateurs, de mesurer les écarts et ce qu'on n'a pas encore fait, mais apprenez à aimer les gens avec lesquels vous bossez au quotidien. Vous passez 8 heures par jour, enfin 7h34 parce qu'on est des fonctionnaires, avec vos collègues, si tout va bien. Donc, essayez quand même de développer une autre relation. Don't complain, innovate, arrêtez de vous plaindre. Enfin, moi, ça me tuait l'esprit de chaque fois d'avoir des personnes qui parfois formulaient des plaintes de façon très positive, mais c'était quand même des plaintes. Et de leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez finalement ? Et même les syndicats, moi j'avais une règle avec les syndicats, il était hors de question de remettre un point plus de 3 fois à l'agenda, sur 3 réunions. Au bout de 3 fois, ça devait être résolu, ou alors on devait avoir décidé que le point ne serait jamais résolu et on passait à autre chose. Mais de dire, mais si vous m'expliquiez, vous les syndicats, ce que vous avez en tête directement, on va aller 1000 fois plus vite. Imaginez-vous que je suis votre mari, vous êtes ma femme, et tout comme vous devez deviner ce que la femme, votre épouse, a en tête pour vous faire plaisir, etc. Non, dites-moi clairement les choses. Ça va aller 1000 fois plus vite. Don't think, même si fatalement les fonctionnaires, ça ne réfléchit pas, c'est bien connu. Mais think green, pensez vert, pensez durable, pensez responsabilité sociétale. Don't work, oui je sais aussi, les fonctionnaires, ça ne travaille pas. Mais have fun, prenez du plaisir. Et donc automatiquement, on a tout alimenté comme ça, avec les choquer par rapport au négativisme qu'on leur demandait d'arrêter, directement proposer quelque chose de positif. Et à nouveau, tout l'optimisme est là. Si on a réussi à le faire dans un ministère belge plein de fonctionnaires, mais c'est possible absolument partout. Et donc bien sûr, chez nous, alors justement, Philippe Gabillet,
expliquait fort bien qu'on a quand même un travers chez nos grands fonctionnaires, nos grands commis de l'État en France, c'est qu'on aime bien tout analyser, comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi on a fait les choses comme ça. On a toute une culture en fait du pourquoi, dont vous expliquez très bien que ça c'est très pessimiste finalement. Comment transformer l'essai? Comment, entre ce que nous raconte Laurence Vanney et ce qu'elle a mis en place en Belgique, comment en entreprise en France on peut transformer cet essai et arrêter de laisser nos grands leaders analyser en permanence pourquoi ça ne fonctionne pas bien? Faut dire que bon, l'ensemble du système, entre autres scolaire et de formation intellectuelle, mais depuis l'école maternelle, hein, fait que on est un pays, on n'est pas le seul, mais enfin nous on est dans le on a un bon niveau là par rapport à ça. Hein. On est formé à l'esprit critique, mais depuis tout petit. Quoi. En français, on va nous faire déstructurer des poèmes de Rimbaud ou Baudelaire, voilà. En mathématiques, quand on est gosse, je me souviens, c'était développer, réduire, ordonner, on fractionne, etc. On voit des tas de trucs. Et c'est vrai qu'on a donc un esprit critique qui est un esprit critique de déconstruction. Et on est des très 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 bons déconstructeurs. On sait analyser, on sait... Ça, franchement, on est plutôt bon là-dessus. Et effectivement, on a cette espèce de difficulté, mais en plus, ça n'est pas... En pédagogie, on a très très peu de pédagogie. J'ai parlé de l'admiration tout à l'heure. On a peu de pédagogie de l'admiration. On a très peu de pédagogie de l'émerveillement, en tout cas à l'école. Et c'est d'ailleurs là où va se mettre en œuvre une espèce de distorsion sociale. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont dans des milieux privilégiés dans lesquels on va leur apprendre, mais c'est les parents qui vont leur apprendre, à admirer, à s'émerveiller, qui est de la nature, qui d'un objet fabriqué avec ses mains, qui de la musique, qui de la peinture, qui de la littérature, qui de la poésie, peu importe à la limite. Hein. Mais la posture d'admiration, c'est pouvoir avoir eu la chance de grandir, quand on est un petit garçon ou une petite fille, en ayant autour de soi des parents, donc des figures d'autorité, qui, même quand on était devant eux, tout d'un coup, nous donnaient le spectacle de l'enthousiasme pour quelque chose. Alors, par ailleurs, nos parents étaient bourrés de défauts, etc. Mais il y a vraiment, je dirais, ceux qui ont eu des parents qui s'enthousiasmaient. Or, moi, ce que je dis souvent à mes amis, je dis, mais attendez, enthousiasmez-vous, parce que vos enfants nous regardent. À la limite que vous soyez un peu négatif, comme ça, que vous ralliez, ils seront prêts à vous le pardonner. Mais que vous restiez dans leur mémoire. Je dirais, comme il y a été des parents qui, dans le fond, doutaient en permanence des beautés du monde, vous avez là, pour le coup, laissé passer un certain nombre de choses. Parce que ce n'est pas à l'école de faire ça, c'est aussi à notre responsabilité, me semble-t-il, personnelle. Donc, il y a cette dimension-là, et je pense qu'on peut décider, ça c'est une vraie décision, on peut à un moment donné décider de devenir quelqu'un qui va s'émerveiller et s'enthousiasmer, hein, dès l'instant où c'est argumenté. C'est pour ça qu'on dit les vrais optimistes sont des gens qui regardent en permanence plutôt là ce qui va bien, mais ils argumentent. Hein. Voilà là où on est bon, voilà là où on peut faire bouger le monde, voilà une solution formidable qui a fonctionné. On ne l'a pas inventée, c'est pas « ah, tout va bien », non, c'est « ça va bien à cet endroit-là spécifiquement », et on va apprendre comme ça à fonctionner différemment. Alors bien sûr, peut-être que tôt ou tard, les structures scolaires fonctionneront différemment. En tout cas, aujourd'hui, on mesure d'ailleurs, on va mesurer, que ce soit le bac, que ce soit les concours administratifs ou autres, on va mesurer aujourd'hui l'intelligence à cette capacité à déconstruire. Bon, je dirais, on va faire avec. Il faut savoir que c'est un handicap. Bon, on peut décider délibérément de fonctionner différemment. Moi, souvent, des gens me disent, mais écoutez, moi, de toute façon, je ne peux pas être pessimiste, je ne peux pas être optimiste, plutôt, parce que je n'ai pas été formé comme ça. Alors, moi, les gens qui me disent ça, je leur dis, écoutez, vous n'êtes pas optimiste, très bien. Et bien, à partir de maintenant, faites semblant. Voilà. C'est un point de départ. Voilà. Alors, Charles, justement, est-ce que la psychologie positive ne peut pas nous aider avec ses découvertes et avec ses recherches à transformer, laisser répéter après moi, on n'est pas dans la galère. Ça c'est un clin d'œil pour Charles. Bon, non, Charles, vous n'êtes pas en train de ramer du tout, vous êtes bien à un débat sur l'optimisme, tout va bien. Justement, la psychologie positive, est-ce que, par rapport à ce que vient de dire Philippe Gabillet, est-ce que là, on n'a pas des leviers, des idées de changement ou dans l'éducation ou même dans le monde de l'entreprise, hein? Alors, j'ai d'abord rebondir sur ce qui a été dit avant par rapport à l'école. À l'école, d'une manière générale, si un enfant a 15, on va mettre l'accent sur les 5 points perdus et les 15 points gagnés, on les oublie. Alors, il ne faut pas s'étonner après que les enfants aient du mal à prendre confiance en eux. Parce que c'est quand même rigolo, parce que pour un enseignant, ce qui est important, c'est que l'enfant prenne confiance en lui. Et n'empêche qu'on appuie tout le temps là où ça fait mal. Donc là, il y a un sacré décalage, quoi. Donc je pense que... alors je veux pas que mes propos soient mal interprétés, il ne s'agit pas de dire que tout va bien, que les élèves ils réussissent et tout. Il y en a d'ailleurs qui réussissent, cela dit.
Mais il s'agit d'être capable de voir ce juste équilibre entre ce que l'élève sait faire, ce qu'il ne sait pas encore faire et qu'il va apprendre. S'il savait déjà faire, il ne serait pas à l'école. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer parfois. C'est un petit peu comme si vous alliez chez le médecin. Le médecin, s'il vous dit vous êtes malade, sans blague, si vous n'étiez pas malade, vous n'iriez pas, quoi. Donc vous êtes malade, bon, ok. Et après, ce qui est intéressant, c'est le diagnostic, c'est ce qui est mis en œuvre et c'est ce qui va vous permettre de redevenir en bonne santé. À l'école, un enfant qui est en 5e, forcément, il y a des choses qu'il ne sait pas. Ça ne sert à rien de lui dire qu'il ne sait pas, parce que s'il savait, il serait en 4e déjà. Donc ça, c'est tellement une évidence que voilà. N'empêche que ça, on l'oublie, et souvent, on reste un peu sur une logique de constat. Et du coup, des fois, on a tendance à appuyer là où ça fait mal. Donc je pense que là, il y aurait vraiment une balance un petit peu à opérer. Et je pense que ça, c'est des choses qui peuvent bouger. Et moi, j'y crois dur comme fer. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans une SP, sinon j'y serais pas. Donc je forme des enseignants et j'essaye vraiment de mettre l'accent avec eux là-dessus, mais en trouvant le juste équilibre. Il ne s'agit pas non plus de leur faire croire qu'ils sont champions du monde, alors qu'il y a des choses, manifestement, où ça ne va pas, il faut qu'ils apprennent. Donc ça c'est un premier point. Alors après, si je prends la posture un petit peu du scientifique, et puis qu'on continue un petit peu sur optimisme, pessimisme, on est plutôt optimiste, plutôt pessimiste. Là, je vais peut-être faire un peu le vilain petit canard, mais on n'est pas forcément ou l'un ou l'autre, on peut être les deux en même temps. Et puis en plus, quand on est optimiste, on imagine le matin, vous vous levez le matin, vous ouvrez les volets, il fait super beau, vous avez passé une super nuit, vous avez une super pêche, vous dites « Ah, aujourd'hui ça va être génial », quoi. Puis vous êtes super content, quoi. Et puis vous ouvrez votre boîte mail, vous apprenez que vous avez une augmentation de salaire, bah, super, bah là donc, tout va bien, donc là vous êtes shooté à mort, vous êtes bien, quoi. Et ça continue, et puis ça fluctue, quoi, dans la journée, on voit bien, et puis vous ouvrez votre boîte aux lettres, et puis qu'est-ce que vous voyez, ministère oula, puis vous ouvrez, puis vous avez été flashé à temps, vous avez perdu 6 points, puis ça va vous coûter 250 €. Oh là, d'un seul coup, ça va un petit peu bouger, et puis alors, vous êtes un peu de mauvaise humeur, votre conjointe elle rentre, et puis oh, t'as vu, puis bah, évidemment, t'as qu'à rouler moins vite, et puis hop, ça y est, ça monte, et puis bah, au final, vous étiez peut-être optimiste le matin, puis le soir, peut-être un peu moins, quoi. Donc l'optimisme, en fait, c'est peut-être plus compliqué que ça en a l'air comme ça au premier abord, quoi. Et puis alors après, je suis le premier à dire qu'effectivement, quand on est optimiste, par exemple, on a une grave maladie, on nous dit qu'on a une grave maladie, et puis on nous dit que si on prend les médicaments, eh ben, on va s'en sortir. Bah, comme on est optimiste, on va les prendre les médicaments. Alors que si on est plutôt pessimiste, on va dire, bah, de toute façon, c'est foutu, quoi. Donc oui, effectivement, être optimiste, ça va avoir des effets intéressants. Moi, je suis un affreux expérimentaliste. J'ai pris des élèves, je leur ai fait faire je les ai confrontés à une tâche de basket où j'ai pu tous les mettre en situation d'échec, mais c'était pas vrai, c'était pas en échec. Mais je leur ai fait croire qu'ils étaient en échec. Et puis après, je les ai fait repasser une fois sur la même tâche. Puis j'ai regardé comment ils réagissaient en fonction du profil plutôt optimiste, plutôt pessimiste. Et je me suis rendu compte que ceux qui étaient les plus optimistes, c'était ceux qui avaient une meilleure performance après. Et les plus pessimistes, ils avaient tendance à plonger. Et qu'en plus, ceux qui étaient les plus pessimistes, ils avaient un niveau d'anxiété qui montait, alors que les plus optimistes avaient un niveau d'anxiété qui baissait. Les attentes de réussite des optimistes restaient élevées et les attentes de réussite des pessimistes baissaient. Ouais, super, tout va bien, quoi. Puis je me suis dit, il faut quand même un groupe contrôle. Il faut vérifier quand même. Et dans mon groupe contrôle... imaginez, donc c'est pour les identifier, j'avais un questionnaire où il y a une échelle d'optimisme, une échelle de pessimisme, et puis j'ai fait la différence de l'un et l'autre. Donc c'était une échelle de 1 à 7. Alors ça, donc vous voyez, donc optimisme de 1 à 7, pessimisme de 1 à 7. Alors les super optimistes, c'est ceux qui sont très hauts sur l'une et très bas sur l'autre. Les pessimistes, l'inverse. Et puis j'ai pris mon groupe contrôle, c'est ceux, quand je fais l'un moins l'autre, 0. Jusqu'à là, tout va bien. Sauf que 0, il y en a, ils ont 7 et 7, et d'autres, ils ont 1 et 1. Et c'est pas les mêmes, ceux-là. Parce que 7 et 7, ça veut dire qu'il y aurait des individus qui auraient un niveau d'optimisme aussi élevé que le niveau de pessimisme. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Et du coup, je me suis livré à des calculs au niveau statistique et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ceux-là qui rebondissaient le mieux. Moralité, il semblerait quand même que optimiste, pessimiste, c'est pas forcément un trait si général que ça, quoi. Je pense qu'on peut être optimiste dans un domaine, un peu plus pessimiste dans un autre. Et au final, on va avoir plutôt une personnalité optimiste. Mais ce n'est pas forcément un continuum, un opposé, quoi. Alors après, vient là-dessus un tout petit truc qui est, enfin, entre guillemets une petite blague, c'est que celui qui est optimiste, à un moment donné, s'il est trop optimiste, on peut être sur des illusions positives. Et ça, c'est dangereux. Par exemple, je suis en voiture... c'est limité à 50, ouais, je peux passer à 90, facile, moi je vais y arriver, quoi. Et puis là, vous avez un accident de la route. Ou alors, moi je peux boire, l'alcoolisme, ça arrive qu'aux autres, hein. Moi je risque rien. Et puis au final, à un moment donné, s'engager sur des conduites addictives. Pareil sur le sida, pourquoi je me protégerais, puisque de toute façon, le sida, ça arrive qu'aux autres. Et au final, l'optimisme,
on peut dire qu'il y a un côté obscur de la force. C'est-à-dire que si jamais on est trop optimiste, ça peut coûter très cher. Au même titre que le pessimiste, lui, dans certains cas, peut aussi être performant. Ça dépend. Hein, l'optimiste, au final, peut-être que le krach boursier qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça, les banques américaines qui nous jugent maintenant, d'ailleurs, c'est rigolo, mais n'empêche qu'il y a peut-être eu un trader, à un moment donné, qui a appuyé sur le bouton Enter en faisant le pari que ça allait super bien marcher, puis en fait, ça n'a pas marché du tout, puis ça a mis tout le monde, ça a tiré tout le monde vers le bas. Lui, il a peut-être été un tout petit peu trop optimiste. Celui qui est pessimiste, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir tendance un petit peu à peser le pour et le contre. Il va analyser la situation. Il va peut-être prendre du temps avant de prendre sa décision, mais quand il apprend en âme et conscience. Et au final, le pessimiste, c'est pas forcément celui qui va obtenir des mauvaises performances. Alors du coup, je reprends un peu ce que disait un de mes enseignants que j'aimais bien. Il disait, il y a toujours la loi générale et il y a la variabilité interindividuelle. C'est très important de moduler. Et puis après, alors dernier point, et puis après, je redonne la parole. Parce qu'il ne va pas lâcher le micro. Non, mais c'est passionnant comme sujet. Mais on le sent, ça fait plaisir, mais quand on vous écoute, on juste un petit truc. On vous la redonnera plus, c'est pas grave. Moi j'ai compris. Bon, alors je la garde alors pour le coup. En fait, quand vous êtes très optimiste, vous risquez d'avoir un niveau de satisfaction moins bon que quelqu'un qui est plus pessimiste. Par exemple, au niveau scolaire. Si vous avez un élève qui s'attend à avoir 18 sur 20, et puis qui a 15, et un autre qui s'attend à avoir 10 et qui a 15, celui qui a le plus de satisfaction, c'est celui qui au départ était plus pessimiste. Donc, c'est vraiment important d'être capable de faire la part des choses et d'envisager les choses peut-être pas forcément sur une opposition optimiste-pessimiste, avec des choses figées qui seraient générales, mais des choses qui fluctuent, même à l'échelle d'une journée, qui dépendent des contextes et qui sont, on va dire, avec éventuellement des choses positives aussi qui peuvent sortir du pessimisme. Merci Charles. Et Philippe, justement, vous vouliez introduire cette notion finalement entre soi et l'autre, entre être optimiste pour soi et optimiste par rapport finalement à l'autre ou à l'extérieur. Oui, je pense que c'est un point qui est important, en ce sens que il y a un vrai risque, effectivement, dans la relation à soi-même, par rapport à un certain nombre de défis qu'on va se jeter ou des risques qu'on va prendre. Il existe effectivement des moments où l'illusion positive, l'illusion optimiste peut devenir dangereuse. En tout cas, ce qui ressort fortement des travaux qui ont été faits là-dessus, c'est que les deux, c'est-à-dire l'optimisme et le pessimisme, constituent des ressources. Ça, c'est incontestable. Et si l'un d'entre nous, dans sa propre vie, dans son propre logiciel, était à zéro en pessimisme, mais de toute façon, on n'aurait pas fait long feu. On se serait fait écraser sur le premier passage clouté. Donc, on a les deux. Moi, je donne toujours cette image. Je dis, mais imaginez que vous soyez, les uns les autres, vous avez une forteresse intérieure dont vous êtes le maître. Vous êtes le maître de la forteresse. Et vous avez deux invités, depuis toujours. Vous avez toujours deux invités. Vous avez un optimiste et un pessimiste. Le problème, c'est que, bon, ils sont invités, mais il a fallu qu'ils bossent aussi à un moment donné. Donc, on leur a donné un job. Il y en a un des deux qui est devenu l'intendant et l'autre qui est le larbin. Donc, ceux qui ont un intendant optimiste, formidable, hein, je dirais la vie est plutôt belle, etc., grosso modo dans leur vie. Et puis, il y a quand même un petit serviteur pessimiste qui, de temps en temps, les alerte, dit fais gaffe, attention, fais... Bon. Et puis, il y en a d'autres, bon, parce que la vie est comme ça, peut-être que l'intendant est peut-être le pessimiste de nature. Et heureusement, il y a un petit serviteur optimiste qui est là pour éviter de... Ce qui devient dangereux, c'est si on en congédie un des deux. Et si la vie, en fait qu'à un moment donné, parce qu'on a vécu trop de choses dans un sens ou dans l'autre, d'un jour à l'autre, par exemple, on a congédié son pessimiste intérieur. Et là, on tombe dans ce qui était raconté, c'est-à-dire que là, pour le coup, la vie en rose, le déni, etc., je suis tout seul, j'ai totalement perdu... parce que le pessimisme est une ressource. Hein. D'ailleurs, même à l'ère des Lumières, Beaumarchais disait hein, je préfère craindre sans raison que m'exposer sans précaution. Et ça sert aussi. Et puis, alors, le pire, c'est quand on congédie, sans faire exprès, souvent, c'est pas volontaire, mais on congédie son optimiste intérieur. Et là, on se retrouve plus qu'avec son pessimiste. Alors là, il y a un truc, il faut savoir, c'est que chaque fois que vous vous retrouvez tout seul, durablement, avec votre pessimiste intérieur, vous allez en tomber amoureux. Et ça porte un nom, ça s'appelle le cynisme. C'est-à-dire vous allez vous mettre à jouir des malheurs du monde et en priorité des vôtres. Là, il va falloir qu'on en parle. Voilà.
Là, il faut en parler. Alors, Laurence Vanet, c'est intéressant là ce que disent Charles-Martin Crum et Philippe Gabillet. Finalement, en entreprise, c'est plutôt rassurant tel discours parce qu'on ne peut pas effectivement. Le danger, c'est ce qu'on dit le pinkwashing, hein, c'est de repeindre l'entreprise en rose en disant aux salariés vous allez bien, tout va bien et on est très heureux ensemble. Donc finalement, là, ça introduit une distinction, en fait, des nuances dans le discours. Comment on joue quand on est manager de ces antagonismes qui n'en sont pas finalement? Ce qui est important, en tout cas, c'est de développer une approche qui est courageuse et sincère. Parce qu'effectivement, repeindre les murs en rose en disant on va être tous optimistes et on va tous s'aimer et on va tous être heureux au travail, s'il n'y a pas de la sincérité, s'il n'y a pas du courage derrière, ça ne va être qu'un effet de mode, ça va être un buzz, ça va être des mots et puis ça va s'oublier aussi vite. À partir du moment où la démarche est respectueuse, reconnaît chacun dans sa singularité, automatiquement, on a le courage d'affronter tout ce qui ne va pas, parce que dès qu'on demande aux personnes, tiens, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui vous prend de l'énergie, en quoi n'êtes-vous pas heureux, il faut s'attendre à peut-être entendre, tu me casses les pieds. Avec ton bonheur au travail, franchement, moi j'en ai jusque-là. Donc il faut pouvoir entendre tout ça et il faut pouvoir effectivement entreprendre des démarches qui sont réellement sincères et pas uniquement pour un effet de mode ou pour gagner plus d'argent. Vous pouvez nous donner un exemple concret pour qu'on on se projette et qu'on imagine qu'est-ce que c'est que... Mais quand on travaille vraiment le bonheur au travail, nous on a fait des ateliers où on demandait en fait aux collaborateurs d'identifier ce qui leur donnait de l'énergie au travail. Et c'était franchement super. Mais on a surtout aussi essayé de leur demander ce qui leur pompait de l'énergie, ce qu'on ne demande jamais en organisation. Et on l'a vraiment intitulé en disant « Mais qu'est-ce qui vous emmerde ?» C'était pas compliqué, c'était très direct. Il n'y avait pas de tabou. On a listé tout ce qui énervait ou frustrait nos collaborateurs et on a réellement agi sur les différents éléments, à nouveau avec courage et sincérité, en osant se remettre en question, en osant finalement revoir nos processus, en diminuant des niveaux de contrôle complètement stupides, en accompagnant des petits chefs qui se pensaient plus à l'armée que dans une organisation. Donc on a vraiment traité tout ça. On a remarqué qu'il y avait des personnes dans une même équipe, quand on faisait ces ateliers en équipe, qui étaient dynamisées, qui trouvaient de l'énergie dans certaines tâches, et les mêmes tâches qui pompaient d'autres personnes. Et donc on a tout simplement, sans commencer à parler de négociations salariales ou avec les partenaires sociaux, les organisations syndicales, on a tout simplement inversé des parties de fonction pour permettre à tout le monde de retrouver ce niveau d'énergie. Et je pense que quand on a un bon niveau d'énergie, quand on est dans une dynamique positive, automatiquement, on a moins de crainte des problèmes qui arrivent et donc on cultive, puisque Charles Martin le disait tout à l'heure, c'est possible de cultiver cette approche positive du travail, cette approche, non pas avec des lunettes roses, mais tout simplement en disant, ensemble, on est plus fort, on va aller plus loin, et donc on va en parler, très honnêtement, et on va aborder tout ce qui nous embête, mais pour rendre les choses plus belles ou meilleures. Donc d'une certaine manière, vous parlez de, bien sûr, tenir compte de la réalité, mais surtout des individus, de la singularité des individus et de la singularité de leur fonction et de leur travail. Enfin, de tenir compte de tous ces éléments singuliers pour créer du collectif. Oui, tout à fait. Et surtout de travailler l'équipe. Je pense que l'élément qui doit devenir clé dans nos organisations... Excellent. Ce qui va devenir clé dans nos organisations, c'est l'équipe. Parce que si on considère uniquement l'individu, on risque de créer des stars, on risque de créer des personnes qui sont tellement individuelles qu'elles se fichent complètement du reste. Tandis que si on crée l'équipe, même le responsable de l'équipe, donc plus le chef d'équipe, mais le responsable de l'équipe devient une personne ressource dont le job est d'enlever tous les obstacles qui se trouvent sur la route de succès de l'équipe. Et donc tout le monde est mis dans une position de succès. Et on n'est pas en train de chercher le coupable, on est en train de chercher ce qui coince dans le process pour pouvoir arriver à réussir ensemble. Et donc travailler l'équipe permet à chacun de s'exprimer par rapport à ses collègues en disant moi je préfère faire ça, moi je suis du matin, je viendrai tôt le matin, moi je suis plutôt du soir, moi j'ai un enfant que j'ai envie de voir grandir tant qu'il est petit, donc d'aller le conduire à l'école le matin, mais aussi d'aller le rechercher l'après-midi. Et quand je suis au bureau, c'est pour vous rencontrer, mais le matin, à la maison, je lis mes emails, je traite mes dossiers, je ferai la même chose le soir. Voilà mon mode de fonctionnement. Et dans ma liberté de m'organiser, j'ai une règle de base, c'est que je ne peux pas vous empêcher de vous organiser. Donc ma liberté s'arrête là où commence la vôtre. Et si on joue le jeu en équipe, il y a une dynamique positive, collaborative qui se crée, avec un esprit en plus d'entrepreneuriat.
Et ça règle mais un tas de problèmes dans les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, puisque j'ai la chance maintenant d'intervenir dans les deux. Et c'est conjuguer les ressources individuelles pour créer de la ressource collective. Élodie Causse, justement, le levier de l'optimisme en entreprise, est-ce que vous le sentez de la façon dont Laurence le raconte, vous qui êtes dans un grand groupe international? Alors, je vais surtout réagir à ce que j'entends quand Laurence parle de ce qu'elle a pu mettre en place en Belgique, parce que quand on regarde, j'ai pas rebondi sur les risques psychosociaux, parce que c'est vrai qu'on ne parle plus que de ça actuellement en entreprise, donc j'avais plutôt envie de parler d'autre chose ce soir. C'est pas le sujet de ce soir. Voilà. Mais c'est vrai que quand on regarde les déterminants, et notamment les déterminants principaux de ce qui est ce qui peut expliquer cette vague de stress au travail, il y a le rapport Golac qui est sorti et qui a pondu les 6 axes principaux, et c'est vrai qu'on retrouve en facteur numéro 1, ça va être la faible latitude décisionnelle. Donc quand j'entends Laurence parler et ce fonctionnement collaboratif où chaque individu va pouvoir exprimer sa créativité, cette capacité à redonner le pouvoir et l'expression aux salariés. Alors ça, je me dis dans la latitude décisionnelle les gens me disent ça, je me sens dans une impasse. Moi, je suis dans un gros groupe où les gens doivent et peuvent bouger. Ils sont pas fonctionnaires, mais ils ont vraiment une possibilité normalement de bouger, de changer de métier, de changer de service, de changer de site. Et aujourd'hui, ce que j'entends souvent, c'est je me sens dans une impasse. Donc cette fameuse impuissance apprise qu'a décrit Seligman, qui est vraiment le père de l'optimisme, et qui dit qu'en fait la dépression et la maladie naît de cette perte de contrôle sur l'environnement. Moi, c'est ce que je ressens chez les personnes qui vont pas bien aujourd'hui, qui sont pas encore malades, mais où je me dis on va dans le mur, c'est-à-dire cette posture figée de dire mais j'ai pas le choix. Donc quand j'entends Laurence dire qu'ils ont réintroduit ça en entreprise en disant mais on va redonner la parole, on va redonner le choix aux salariés et leur permettre de s'exprimer, donc déjà ce premier point, ce premier facteur de risque qui est déterminant, c'est cette latitude décisionnelle, elle est vraiment en souffrance dans nos organisations. Donc j'espère bien qu'on va pouvoir la remettre au goût du jour. Et 2, c'est le soutien social. Clairement, c'est ce qui ressort en second. Donc de remettre du facteur humain, de remettre ces tabous qu'il peut y avoir. On ne peut pas parler d'émotion en entreprise aujourd'hui. Moi, quand je demande, quand quelqu'un m'exprime son stress, qui ne va pas bien, que je lui dis mais qu'est-ce que vous avez comme émotion? Parce que j'ai la chance d'être formée à côté en thérapie, en TCC. L'émotion, alors en plus chez les hommes, j'ai vraiment l'impression de leur... je vais pas donner de comparaison grivoise, mais je veux dire, j'ai l'impression vraiment de leur demander quelque chose d'extrêmement intime. L'émotion, on n'en parle pas en entreprise. En attendant, qu'est-ce qu'on vit? On ne vit que ce qu'on pense. On vit, qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui nous fait souffrir, ce sont nos émotions. Et moi, ce que je retrouve après dans les personnes qui se sont bloquées, c'est vraiment cette impuissance-là. Donc j'ai perdu mon fil. Ouais, non, c'était vraiment ça, c'était de redonner aussi l'humain et cette relation, cette capacité de considérer l'autre, de remettre l'altruisme, l'empathie, de permettre de libérer ces conflits sociaux. On est asphyxié aujourd'hui dans ce combat des organisations syndicales ou des représentants du personnel qui sont dans une posture figée de non, on ne veut pas ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, Élodie, vous parliez de liberté. Ouais. Certains ici ont lu Liberté et compagnie, le livre d'Isaac Getz, quand finalement la liberté et la confiance redonnent le bonheur aux salariés et la performance de l'entreprise. Je crois même d'ailleurs qu'il y a des patrons libérateurs, entre guillemets, dans la salle qui ont libéré leurs salariés avec succès. Mais vous, Philippe Berteuil, qui intervenez dans les entreprises en termes de management, si on voulait justement passer de la situation que raconte Laurence et puis aller vers du positif, vers ce qu'espère Élodie, qu'est-ce que vous diriez aux managers et sur quoi on travaille finalement? Quels sont les bons leviers? Alors, la vie en entreprise au Québec est fondamentalement différente que celle qu'on a chez nous, parce que, je reprends ce qu'a dit Laurence, le statut de base, c'est la confiance. Oui, on fait confiance. C'est une des clés. Hein, ouais. Ouais, la première clé, c'est la confiance, et à partir du moment où il y a la confiance, il y a l'autonomie. À partir du moment où il y a l'autonomie, il y a le pouvoir de décision, etc. Donc, après, vous avez une autre notion qui a été dite ici, c'est qu'ils ont institué en statut le fait que... Mais ils apprennent ça tout petit à l'école, à l'âge de 10 ans, ils apprennent que le mot échec, c'est un gros mot.
C'est défendu au Québec qu'ils remplacent ça par expérience. Soi-disant, si vous sous-entendu, à partir où je me suis planté, je suis moins niaiseux après qu'avant, j'ai appris quelque chose, à condition de faire une action corrective. Et c'est tout le travail qui consiste à faire l'action corrective. Et moi, je vois souvent en management, enfin, dans des réunions du lundi matin, où on passe des heures à analyser pourquoi on est 12% en dessous des objectifs. On s'en fout, c'est trop tard. Voilà. Où l'énergie, elle est à dépenser à qu'est-ce qu'on fait pour attraper le delta? Où sont les belles idées pour attraper le delta? Et c'est là qu'on revient à l'autonomie de décision, au pouvoir d'invention. Et c'est vrai que ce qu'on appelle en québécois l'attitude intérieure positive, hein, l'AIP, ils appellent ça. L'attitude intérieure positive, c'est dans un événement a priori plutôt négatif, moins 12% par exemple, quelle est ma capacité d'en tirer un enseignement, une leçon plutôt positive? C'est le plan d'action. Et moi, c'est ce qui me plaît ce soir, c'est que effectivement, et ça a été très bien dit par Philippe tout à l'heure, l'optimisme, c'est pas de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. L'optimisme, c'est une action. L'optimisme, c'est un travail, c'est une volonté. Et puis, il faut beaucoup de courage en management. Une autre clé du management en entreprise au Québec, c'est ce qu'on appelle là-bas la valorisation, reconnaissance, félicitations, remerciements. Et le choc culturel entre les deux pays, c'est que ici en France, on est plutôt dans le détail qui tue. Hein, on saute à pieds joints sur le détail qui tue. Moyennant quoi, on se prive de toute cette énergie d'aller chercher et valoriser, reconnaître. Mais ça marche avec les enfants, pareil. Tu parlais tout à l'heure de l'école. J'ai vu un slide passer. Moi, j'ai ma petite fille qui est en terminale cette année, qui a ramené un devoir de physique qui avait 19 sur 20. Eh bien, la commentaire, c'était « aurait pu avoir 20 ». Waouh. Donc, je partage ton analyse. Alors, cette notion de valorisation, elle se traite avec des choses comme... J'ai vu à l'entrée tout à l'heure le hug. Okay, oui, le gros ours qui vous prenait dans les bras voilà, pour vous faire un hug. J'ai un document que je fais circuler qui est extraordinaire. C'est un document qui avait été remis à une maman qui venait d'accoucher dans une clinique. Et le chef de clinique lui avait remis un document, c'est une feuille 21-29-7, plastifiée avec 4 magnettes. Et le monsieur dit, venez madame, vous mettez ça sur votre réfrigérateur. Vous savez ce qu'il y a sur ce document? Il y a les 100 mots expressions à dire tous les jours à son enfant pour lui donner confiance en soi. C'est des mots d'encouragement, de valorisation positive. On peut tous les reprendre en management. À part I love you, peut-être, quand même. Quoique on peut. On peut dire, Laurence, allez-y. Don't manage, love. Ah oui, on peut, oui. C'est extraordinaire de voir cette différence. On aimerait juste savoir comment, là, tout de suite. On a juste... Laurence, il faut absolument que vous nous disiez 2 mots là-dessus. Ne faites jamais à vos collaborateurs ou à vos collègues ce que vous ne feriez pas à vos enfants ou à vos amis. Là, je crois qu'il y a un grand silence dans la salle, inspirant d'ailleurs. Et ce que j'aime beaucoup dans l'approche des Belges, qui est équivalente à celle des Québécois, c'est que on te sert beaucoup. On ne peut pas être optimiste au boulot et pessimiste chez soi. On ne peut pas être pessimiste au boulot et pessimiste. Ça marche dans toute la vie. Il faut s'entraîner. C'est un entraînement quotidien à la vision. Alors, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Il y a autant de connards au Québec qu'en France. Hein. Je ne sais pas comment on dit en France. Il y a moins en mètres carrés parce qu'ils sont moins nombreux, mais c'est tout. Mais c'est la seule différence, si vous voulez. C'est la densité qui est moindre. Oui, on n'en compte pas toutes les minutes quand même. Mais c'est ça. Alors, cette notion de valorisation et de reconnaissance, on va buter en France sur des exercices très simples, avec des outils qu'on a ramenés d'Amérique du Nord, qui sont des outils extraordinaires, qu'on appelle l'entretien d'évaluation. Sauf qu'ici, en France, on n'a pas appris à s'en servir comme ça doit être fait, voyez-vous. Et oui, on ne sait pas bien s'en servir chez nous, là. Alors, comment on s'en sert au Québec, alors vous dites Eh bien, on n'a pas peur de mettre un 20 sur 20. On n'a pas peur de dire c'est parfait, c'est très bien. Et pour l'augmentation, on fait comment? Eh bien, justement, pourquoi ça ne marche pas en France? Parce qu'en France, on n'a pas le courage managérial qui va avec. Parce qu'on se dit, si je lui mets une bonne évaluation, il va me demander de l'augmentation. Ben oui. Et non, oui. Alors qu'une bonne évaluation, je suis payé pour faire un bon job, point barre. C'est mon job. Je peux vous raconter des tas d'histoires sur comment ça fonctionne dans ces pays-là, sur les techniques de valorisation, de reconnaissance, que ce soit pour les enfants à l'école. Ça commence tout petit à l'école. Quand ils font une dictée, là-bas, ils ont tous 0 au départ de la dictée. Okay? Et au fur et à mesure où ils mettent des mots justes, ils gagnent des points. Voyez-vous? Et ce qui fait que moi, je me rappelle, mon fils aîné, il avait moins 17 aussi de temps en temps. Alors, justement, en vous écoutant, Philippe, j'ai l'impression que Christian de Boisredon est un peu québécois, parce que finalement, quand je vous entends dire notion de valorisation, pouvoir d'invention, c'est un peu Spark News, non? C'est-à-dire, vous êtes là-dedans, vous tracez ce fil rouge-là?
Effectivement, nous, ce qui nous amuse, c'est de trouver les solutions. Et je vais vous donner 2 exemples. Un qui est dans le domaine des médias. Et on a fait venir l'année dernière le président du Times of India. Le Times of India, c'est le plus gros journal en anglais dans le monde, qui fait 6 millions d'exemplaires. Et il nous racontait que, bien sûr, un des gros problèmes, c'est le conflit indo-pakistanais. Et il s'est dit, nous, en tant que médias, en général, on compte les points, on compte les morts, on compte les bombes. Et un jour, il s'est dit, mais plutôt que de faire le constat, et si on était acteurs, nous, et qu'on essayait de faire évoluer les choses. Donc il est allé voir son homologue du plus gros journal pakistanais, et il lui a dit, écoute, je te propose qu'on fasse une campagne commune, où on va partager tout ce qu'on a en commun, toutes les raisons qu'on a de se faire la paix plutôt que de se faire la guerre. Et notamment tout ce qu'on a en commun en termes culturels, etc. Donc ils ont fait une grande campagne qui a très bien marché, et il lui a dit, écoute, moi je vais titrer Love Pakistan, et toi tu vas titrer Love India. Et ça a très bien marché. Et ils ont fait un sondage avant cette campagne où seulement 59% des gens en Inde étaient en faveur de la paix. Et après la campagne, 74% des gens étaient en faveur de la paix. Et donc ils ont simplement changé le point de vue de 150 millions de personnes, tout simplement en parlant de tout ce qu'ils avaient en commun et qui pouvait construire la paix. Donc voilà, ça c'est le genre d'initiative qu'on aime repérer parce qu'elles inspirent, elles peuvent donner des idées. Un autre exemple, c'est un Hollandais qui a constaté, alors souvent on parle d'un problème négatif, qu'il y avait 500 millions de personnes qui n'ont pas de lunettes, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ophtalmo et d'opticien dans leur village. Si on ne peut pas vous calculer la correction de vos yeux et qu'on ne peut pas vous tailler un verre, vous n'avez pas de lunettes. Et il s'est dit, il faudrait inventer des lunettes universelles. Alors là, les pessimistes rigolent. Et lui, optimiste, se dit, ça doit peut-être exister. Et non seulement il n'a pas eu besoin, en fait, il n'a même pas eu besoin de l'inventer parce que ça existait déjà. Il y avait un brevet qui était même tombé dans le domaine public et personne n'utilisait. En fait, c'est des lunettes où vous avez 2 verres l'un sur l'autre et avec une petite molette, on fait glisser les verres et ça règle la focale du verre. C'est tellement idiot que personne ne l'avait exploité. Donc ça coûte $3 à fabriquer. Et ils ont vendu comme ça 300 000 lunettes. Et les gens ajustent même leurs lunettes. Et voilà, et c'est une solution incroyable. Et pour reboucler avec ce qu'on fait, et qui était assez génial à découvrir, c'est que cette initiative, nous, on l'a relayée auprès des journaux avec lesquels on fait notre Impact Journalism Day, donc cette mutualisation du supplément avec les 40 journaux cette année. Et parmi les journaux qui ont repris cet article, il y avait le Straits Times, qui est le plus gros journal de Singapour. Et là, une des lectrices découvre cette initiative. Elle se dit, mais c'est génial, je vais en parler à mon mari. Et en l'occurrence, qui était le patron de la RSE et des pays émergents d'Essilor, qui ne connaissait pas cette initiative, donc c'est quand même incroyable. Et il se dit, mais c'est génial, il faut que je prenne contact avec ces gens-là. Donc il nous a appelés, on l'a emmené sur le terrain pour rencontrer cette toute petite fondation de 10 personnes bénévoles qui ont créé ce truc-là. Et donc ils sont en train de travailler sur un projet pilote avec du transfert de techno, utilisation du réseau de distribution d'Essilor. Et on espère, si ça fonctionne bien, qu'ils puissent apporter cette solution à des millions de personnes. Et tout simplement parce qu'à la base, il s'est dit, tout le monde dit que c'est impossible, et pourquoi pas. Et en fait, finalement, ça existait déjà. Oui, c'est intéressant vos exemples, parce que c'est une façon de montrer aussi le rôle de l'innovation, finalement, dans l'optimisme, non, Laurence Vanet? Oui, tout à fait, mais on est tous source d'innovation, puisqu'on a tous fondamentalement envie de se trouver dans une zone de confort et dans une zone de bien-être. Et donc, on a tous, si on le veut, si on le décide, le potentiel de pouvoir agir, peut-être pas sur l'ensemble de tout ce qui nous embête, mais en tout cas sur des petits points et de les améliorer au fur et à mesure. C'est Mark Twain qui disait, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Et je voulais juste vous dire 2 toutes petites choses. En Belgique, il y a un entretien chez les fonctionnaires, un entretien d'évaluation, ça s'appelle un cercle de développement. C'est joli comme ça. Mais en fait, ça part d'un manque de courage managérial parce qu'on n'osait pas leur dire qu'ils allaient être évalués. Donc, mais malgré tout, l'intention est bonne. C'est un cercle de développement et il n'y a pas de bonus. Donc ça résout tous les problèmes. Et la deuxième chose, c'est que ce dont on remarque ici, en tout cas, c'est qu'il faut parler, qu'il faut partager, qu'il faut rayonner autour de nous et créer des communautés, quelles qu'elles soient, que ce soit effectivement la communauté de Mathieu.
c'est ça? Oui, les futurs souhaitables, l'Institut des futurs souhaitables de Mathieu Bodin. Exactement. Tout ce qui est positif. En Belgique, on a la communauté des happy organisations, celles qui croient que le bonheur au travail est important. C'est 100 sociétés, c'est plus de 1000 leaders et c'est 380 000 salariés dont les patrons finalement sont intéressés par leur bonheur au travail. C'est qu'un début et ça peut marcher en France aussi, on en est convaincu. Est-ce que c'est une façon de nous dire, et c'est un peu ce que vous m'avez dit quand on s'était rencontrés pour préparer ce débat, que vous avez le sentiment que ça commence, ça arrive, hein, c'est la première fois ce que vous m'avez dit quand on s'est vu, et je vous ai demandé de me dire qu'est-ce que c'était que le ça et comment le ça arrivait. Mais cette approche positive et non plus douloureuse du travail, et qui est linguistique aussi, hein, puisque travail vient du mot tripalium qui signifie torture, et qui est un instrument en fait sur lequel on laissait mourir les gens à l'époque romaine, donc on part de loin quand même. C'est que ce mouvement, ça arrive en France, et j'ai la chance d'être invitée, par exemple, dans l'après-midi de clôture du top 250, du trajet de formation et de développement du top 250 de la CDC, qui est quand même le bras armé de la France, puisque c'est les systèmes de réinvestissement, où on clôture sur le bonheur au travail. Donc je me dis que si on y arrive là, fondamentalement, ça va pouvoir rayonner aussi. C'est des grands groupes qui commencent à s'intéresser à la démarche, mais c'est aussi des toutes petites structures. Il n'y a pas besoin d'être plusieurs milliers de personnes pour s'intéresser à cette approche. Et qu'il y a, c'est Isaac Getz, le collègue direct de Philippe qui gère les leaders libérés. Donc il y a vraiment, j'en parlais tout à l'heure. Tout à fait. Il y a tout un mouvement de fond qui n'est pas le mouvement marketing de l'optimisme ou du bonheur au travail, mais qui vient vraiment de démarches à nouveau sincères et courageuses. Oui, qui n'est pas le pinkwashing. Alors justement, ces démarches, vous dites nécessaires et courageuses. Charles, est-ce qu'on peut faire le lien finalement sur les organisations en termes de... Bon, c'est un mot un peu à la mode et galvaudé, mais de résilience. Est-ce que la France va passer dans le monde professionnel, vous qui commencez à vous intéresser au monde de l'entreprise, à des organisations résilientes, ou en tout cas ouvertes à voir et à agir autrement dans le monde? Bien sûr. Tant mieux. C'est un peu court, jeune homme, comme dit la pièce. Non, en fait, je pense qu'on peut faire une description. Ouais. On peut faire une description un petit peu pessimiste de la France en disant par exemple que le suicide c'est la première cause de mortalité chez les 24-35 ans, qu'il y a 3 fois plus de morts par suicide que par accident de la route, ainsi de suite, donc plein de choses qui vont pas bien, quoi. Puis se dire, on est mal parti avec ça. Moi je pense que effectivement il y a une situation qui est un petit peu difficile et qui se confirme avec, par exemple sur l'enquête PISA. Vous savez, c'est les enquêtes qui sont menées dans les pays de l'OCDE où on regarde le niveau de performance des élèves dans différents domaines, maths, français, ainsi de suite, et aussi au niveau du bien-être. Et on s'est rendu compte que les élèves français étaient parmi les derniers des pays de l'OCDE. Donc là, on peut se dire, punaise, on est mal parti, quoi. Et non, en fait, non, parce que là, on commence à avoir des fonds qui se débloquent au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour soutenir des équipes de recherche, pour comprendre ce qui se passe. Donc essayer de comprendre pourquoi certains élèves sont en situation de mal-être, d'autres sont en situation de bien-être, et puis derrière, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est à l'école que, de mon point de vue, la prévention peut se mettre en place. Et je pense qu'à partir du moment où on va commencer à parier sur les jeunes, forcément derrière, de mon point de vue, on va commencer à inverser un petit peu les courbes. Ça ne veut pas dire que pour les autres, dommage. Non, pas du tout, parce qu'après, je pense qu'on est quand même de plus en plus sensibilisé, on essaye de plus en plus à établir un petit peu la balance entre ce qui ne va pas et ce qui va bien, on essaye de plus en plus quand même à se focaliser sur les forces des personnes, c'est-à-dire, par exemple, j'anime des fois des ateliers où on fait... parce que des fois, si on vous faisait faire une liste de tout ce qui ne va pas chez vous, vos défauts principaux, vous auriez tendance à avoir une liste un peu longue, et puis vos qualités, des fois, c'est un peu plus court. Et bien, sur ces ateliers-là, on va travailler sur des forces. Alors, c'est un système de petites cartes et tout, et puis donc les personnes vont piocher sur les forces, dans quel contexte elles se sont exprimées, s'il y a des forces qu'elles aimeraient développer un petit peu plus, comment est-ce qu'elles pourraient faire. Alors, par exemple, j'ai des conseils principaux d'éducation en formation, et puis dans les forces, il y a self-control. Alors, il y a une future CPE qui me dit j'ai self-control avec les élèves, ça marche super bien et tout. Alors comment c'est? Je prends du recul, je respire, je laisse l'élève quand il est un petit peu agité, je le laisse s'exprimer.
Je laisse se calmer et tout. Bon, là, jusqu'à là, tout va bien, on est dans le milieu scolaire. Je lui dis, mais est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu aimerais être capable de te servir de ça? Elle me dit, ah oui, avec mon mari, parce qu'avec mon mari, self-control. Et donc, des petits ateliers comme ça, développés dans le milieu scolaire, dans le milieu de l'entreprise. À un moment donné, je pense que ça fait tache d'huile et puis les personnes commencent à être sensibilisées. D'ailleurs, la preuve, Nuit de l'optimisme, vous voyez bien que moi, je suis quand même assez, on va dire, modéré. Je pense qu'on est peut-être plutôt que pessimiste... Il n'y avait pas de dessin encore. Je crains le pire. Plutôt que pessimiste, optimiste, peut-être réaliste, on va dire. Réaliste, et puis que ça, effectivement, on peut présumer du fait que si on réussit à avoir un certain niveau d'optimisme, du pessimisme aussi, mais pas trop quand même, eh ben, ça va nous permettre de mieux gérer un certain nombre de choses, quoi. Alors, après, en entreprise... Alors, entreprise et puis milieu scolaire, comme je fais un petit peu le lien entre les deux, il y a un certain nombre de travaux qui montrent que, alors, plus loin que l'optimisme, on va par rapport au bien-être, mais une relation entre optimisme et bien-être, on sait que, par exemple, l'optimisme prédit la performance dans le domaine, dans tout un ensemble de domaines. Ça, c'est important. J'ai entendu, par exemple, des collègues qui disaient que non, on ne sait pas à l'école si c'est parce que l'élève il a des bonnes notes que derrière il est content, ou si c'est parce qu'il est content, heureux, que derrière il a des bonnes notes. Ça, c'est pas vrai. Il y a énormément de littérature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'intéresser au bien-être des élèves et que grâce à ça, derrière, on peut en faire des élèves qui seront résilients et puis qui seront capables de mieux gérer les choses au quotidien. Et d'ailleurs, par exemple, sur la ville de Paris, il y a une politique de mise en place de programmes d'éducation positive qui est en train de se développer. Dans 15 jours, là, il y a une formation qui se met en place. Formation de 5 jours, où le but du jeu, c'est de permettre aux enseignants d'enseigner aux élèves les connaissances, capacités, attitudes qui vont leur permettre d'être résilients. Alors, résilience, c'est quoi? C'est par rapport à une mauvaise note, éventuellement. C'est par rapport à un conflit sur la cour de récréation, mais c'est aussi quelque chose qui va être utile pour la vie, parce que la vie, elle est faite de haut et de bas, il ne faut pas les nier. Et être capable d'apprendre à les gérer, ça va leur permettre, justement, par la suite, de mieux s'adapter à ce qui les attend, quoi. Oui, donc finalement, ça aussi, c'est un bon signe. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur optimisme et réalisme, parce que c'est une question que j'avais envie de vous poser, Philippe Gabillet. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, et d'ailleurs dans l'époque qu'on traverse aujourd'hui et dans ce monde un peu bouleversé, est-ce qu'il ne nous faut pas quand même une forme d'inconscience, justement d'irréalisme, pour aller vers l'optimisme? Est-ce que l'optimisme se conjugue forcément avec le réalisme? Oui, alors là, c'est clair que moi, n'étant pas en l'occurrence un chercheur dans ce domaine-là, j'allais dire que philosophiquement, et là moi je l'assume totalement, je ne suis pas le seul, je pense que vraiment le réalisme est une posture qui est, je dirais, existentiellement dangereuse, pour une raison très simple. Il y a une vieille histoire moi, que j'aime beaucoup qui est de dire, dans le fond, vous prenez un verre de Bordeaux à moitié plein, ou à moitié vide, j'en sais rien. L'optimiste va vous dire, c'est formidable quand même ce verre de Bordeaux, j'adore le Bordeaux, il est à moitié plein. Le pessimiste va arriver, va dire, mon pauvre ami, t'es un peu naïf, hein, ce verre de Bordeaux, malheureusement, est à moitié vide. Et à ce moment-là, il y a un contrôleur de gestion qui rentre dans le bureau et puis qui dit, moi je vais vous mettre d'accord, là le verre, vous voyez, il est surtout 2 fois trop grand. Dans le fond, le seul qui a raison, c'est le contrôleur de gestion. La question, c'est, est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Et c'est vrai que le réalisme, si vous voulez, c'est une posture intellectuelle qui est une posture qui est très adaptée, effectivement, quand on rencontre des situations techniques dans nos vies. Mais il me semble que c'est une posture qui est un peu dangereuse, pour une raison très simple. On va prendre une vie humaine, on va dire moyenne, 85 ans. 85 ans, factuellement, c'est 735 000 heures, hein, dont d'ailleurs 200 000 passées à dormir. Donc il vous reste en gros 535 000. Au début, on ne sait plus trop. Vers la fin, on ne sait plus trop non plus. Donc au milieu, il faut optimiser quand même, d'accord? Ça veut dire que dans le fond, moi je crois profondément, c'est avec mon ami Pascal Bruckner, ouais, moi je crois, je vais vous dire, je ne crois pas au réalisme, je crois au romanesque. Et dans le fond, il vaut mieux avoir une vie intense, quitte d'ailleurs à se planter, parce que c'est Kundera qui disait, je préfère vivre en optimiste et me planter, plutôt que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'être le type qui a eu raison, quoi. Et ça, c'est un point qui me semble fondamental. Vous voyez, est-ce que vous voyez vivre votre vie amoureuse, par exemple, en mode réaliste? Imaginez que vous soyez tous célibataires brutalement dans la salle. Brutalement, je vous rends tous célibataires à nouveau. C'est un test, madame, hein. Ce n'est qu'un test. Il y a une dame qui commence à... Non, attendez. Et je vous dis, j'ai un tel carnet d'adresses que je vous promets à chacun, à chacune ici, de vous faire rencontrer un homme ou une femme, et vous allez voir, je vous garantis, un réaliste du feu de Dieu,
Ben, je suis pas sûr que ça vous intéresse. Et pour une raison très simple, c'est que je suis en train de vous dire que pour vivre une belle histoire d'amour, je vais commencer par vous rencontrer, pour faire rencontrer quelqu'un qui d'entrée de jeu vous verra tel que vous êtes. Et donc, on est bien d'accord, ça ne vous intéresse pas. Donc, le réalisme, il est parfois limité d'un point de vue existentiel. Voilà. Mais c'était taquin de ma part. Non, mais moi, je réponds statistique, en fait. Très réaliste. Le chercheur. On a le chercheur contre le philosophe. Alors, moi, et on a celui qui nous ramène des histoires. Justement, Christian, par rapport à ce débat sur réalisme et puis finalement romanesque, vous qui revenez du monde entier avec des histoires de solutions, comment départager là, nos deux débatteurs sur ce sujet ? Ben, les histoires, oui, il y en a beaucoup. Alors, vous pouvez aller les voir sur Spark News, hein, il y en a 1500 déjà. Mais moi, il y a une histoire pragmatique ou romanesque? Mais je pense qu'il faut prendre des risques. Alors justement, moi, une histoire qui est une partie de notre histoire que je trouve assez intéressante. Il se trouve qu'on avait fait une soirée avec des leaders des médias sur pourquoi vous ne parlez pas plus souvent des solutions. Et là, il y avait le patron de Libération qui avait dit parce que ça n'intéresse personne et qu'on est là pour porter la plume dans la plaie. Et heureusement, Jean-Claude Guibaud était un de ses amis, et donc on est allé le voir, et on lui a proposé un défi. On lui dit, et si on essayait, avec Libé, de faire un numéro dédié aux solutions? Il a dit, pourquoi pas, allez voir Didier Pourquerie, qui est mon directeur de la rédaction, lui ça va lui plaire, c'est son genre, et tout ça. Donc Didier Pourquerie a tout de suite trouvé ça formidable. Il en a parlé à ses journalistes qui ont dit non mais ça va pas, on va quand même pas parler du positif, on n'est pas là pour faire du pink washing. Et il a dit c'est pas grave, on fera ça pendant les vacances de Noël, vous serez pas là, donc vous pourrez pas nous emmerder. Et donc on l'a fait ensemble avec des pigistes, avec des gens de bonne volonté. Et ce numéro a été la meilleure vente de l'année. Et les journalistes sont revenus de vacances en disant en fait on s'attendait à des trucs bisounours, mais c'était des sujets super intéressants, du genre de ce que Laurence a expérimenté, du genre des autres. Ils étaient même un peu vexés de ne pas avoir connu ces idées. Et ils se sont dit, nous, l'année prochaine, on veut bien le refaire, mais cette fois-ci, on le fait sérieusement, on le fait nous-mêmes. Et en fait, voilà. Et ce que je trouve intéressant. Ils l'ont fait. Et donc, ils le refont chaque année. Ils le refont chaque année. Alors, maintenant, avec Spark News, on fait quelque chose de similaire, mais avec 40 journaux dans 40 pays. Donc on s'amuse et on a nos amis canadiens, grecs, américains ou autres, donc c'est génial. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que même le plus grand journaliste qui était le patron de Libération n'y croyait pas du tout, était persuadé que ça intéresserait personne, que les journalistes, etc. Mais il y en a un qui a été plus positif, plus optimiste que les autres, qui a cru, et puis surtout on a testé, au pire on se serait planté, et voilà, ça n'aurait pas changé la phase de Libération. Voilà. Mais en l'occurrence, ça a été une très bonne vente. On a même ramené 7 annonceurs, parce que les annonceurs, ils préfèrent annoncer dans du positif que dans du négatif. Il y a donc bien une notion de risque, finalement. Hein. On a parlé depuis le début de la soirée de courage, de confiance. Là, on aborde la notion de risque. Ça, vous le quantifiez, cher professeur, professeur en psychologie positive, c'est la notion de risque sur le positif. C'est-à-dire, parce que finalement, le risque, on imagine que c'est ce qui peut mettre le plus facilement l'individu en abîme, ou en tout cas face à ses peurs. Comment justement, et là on prouve que le fait d'aller vers du risque, finalement d'aller vers de l'inconnu, ça crée de la ressource positive. Ça dépend du risque. Non, parce qu'il y a le risque objectif, risque subjectif. Et ça change la donne. C'est-à-dire, objectivement, vous grimpez un mur d'escalade en ayant quelqu'un qui vous assure. Objectivement, vous risquez rien. Pourtant, arriver en haut, vous pouvez avoir super peur et puis rester complètement coincé. Il y a des gens qui sont complètement tétanisés. D'accord ? Vous montez le mur sans être assuré. Là, c'est peut-être un peu différent. Objectivement, vous prenez... Là, il y a des risques. Donc, déjà, là, je pense qu'il faut faire attention. Par exemple, il y a des activités dont on va dire qu'elles sont risquées. On regarde les personnes faire, on se dit, mais ils sont complètement fous. Mais en fait, non, ils ont tout calculé. Et au final, le risque objectif, il a été calculé, il a été mesuré. Et au final, voilà. Et là, du coup, on fait appel aux croyances d'efficacité personnelle, ce qui était évoqué. C'est-à-dire, si je pense que c'est le fait de penser être bon à l'avance, je suis bon à l'avance, je pense que la situation, elle correspond à un défi optimal, je vais me lancer, quoi. Puis à la limite, on pourrait presque arriver dans ce qu'on appelle, ce qui est étudié dans le domaine de la psychologie positive, c'est le flow, quoi. C'est-à-dire, il y a un équilibre entre la difficulté de la tâche et puis la compétence perçue. Et là, tout va bien. Si jamais la tâche, elle est trop facile par rapport à mon niveau de compétence, je vais m'ennuyer, donc du coup, je ne vais pas le faire. Si c'est trop dur,
par rapport à mon niveau de compétence, ben, je ne vais pas le faire non plus, quoi. Et là, on voit bien, par exemple, quand on est enseignant, la difficulté parfois, justement, de trouver une situation qui permette à l'élève de prendre le risque, d'accepter le risque de se tromper. Donc, accepter ce risque-là, si possible, qu'il soit un risque subjectif et qu'il soit calculé par l'enseignant. Par exemple, si vous demandez à un élève, j'étais prof d'éducation physique et sportive, vous prenez une classe de structure métallique et vous leur demandez de faire un solo de danse, si vous en prenez un, on vous dit tu vas faire un solo de danse devant tous les autres, je vous garantis que là, les mécanismes de protection de l'estime de soi, ils vont être très forts. Et le risque, il ne le prendra pas. Il va même aller jusqu'à prendre le risque de défier le prof. Moi, ça m'est arrivé. Donc là, pour le coup, c'est de ma faute. Là, c'est moi qui j'ai fait supporter un risque beaucoup trop important à l'élève. Donc là, pour le coup, ça ne va pas fonctionner. En revanche, si on trouve vraiment ce juste équilibre entre la compétence de l'élève ou la compétence de la personne et le défi de la tâche, alors là, effectivement, on peut avoir un taux d'engagement, un niveau d'engagement qui fera que la personne, elle sera performante. Ça, c'est de la compétence professionnelle, pour le coup. Alors justement, Laurence, dans le monde de l'entreprise, comment illustrer ce que vient de dire Charles sur cette notion de risque, puisqu'on sait qu'en entreprise, on passe son temps à prendre du risque, mais du risque très, très mesuré ou le plus mesuré possible. Mais c'est pas un mal non plus. Je veux dire, même avoir des personnes pessimistes au boulot, c'est bien, parce que si on était tout le temps trop optimiste, on raterait peut-être... on prendrait des risques non calculés, justement, et on mettrait la pérennité de l'organisation en danger. Donc, il faut effectivement être conscient des risques qui existent, les mettre à l'analyse dans les mains des personnes qui aiment faire ça et de façon naturelle, à qui ça ne demande aucun effort et qui vont prendre leur pied là-dedans, mais leur donner aussi une bonne place, une juste place, et ne pas canaliser finalement toutes les décisions uniquement sur le niveau de risque qui est pris. Et il y a aussi les risques effectivement objectifs et subjectifs, et puis il y a les risques quelque part qui existent un petit peu comme des légendes urbaines. Il y a cette expérience qui a été faite en laboratoire avec des singes. On met 4 singes dans une cage et une échelle et un régime de bananes. Et au fur et à mesure où ils veulent s'approcher du régime pour aller prendre une banane, on les arrose. Et donc, au fur et à mesure de l'expérience, à chaque fois qu'ils veulent aller chercher une banane pour manger, on les arrose. Et donc, ils comprennent qu'il y a un risque à vouloir aller chercher et s'alimenter. Et puis, on retire un singe et on va mettre un nouveau singe dans la cage. Et il va aller spontanément vouloir chercher la banane. Et qu'est-ce qui se passe en fait? On voit que les autres singes qui étaient là depuis le début de l'expérience le tirent vers le bas, veulent le protéger parce qu'il y a un risque qu'il se fasse ramasser. Et on retire les singes comme ça au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de singes de l'expérience initiale. Et on réintroduit des nouveaux singes. Et les singes qui n'ont jamais connu le tuyau d'arrosage, spontanément vont aller chercher le singe qui va vouloir monter. Et en entreprise, malheureusement, c'est exactement ça. Très souvent. On ne les... sait plus pourquoi, mais on va mettre des barrières, on va mettre des risques, et on ne sait plus pourquoi, finalement, on n'ose plus entreprendre, on ne sait plus pourquoi, on n'ose plus innover. Alors justement, Philippe Gabillet, vous êtes prof dans une grande école de commerce, on dit CP Paris. Qu'est-ce que vous enseignez justement aux futurs leaders? Et quand vous intervenez devant des leaders sur ces sujets-là et le sujet qui nous réunit ce soir, comment on fait passer le message pour ne pas transformer finalement les salariés dans des armées de singes qui ont peur du tuyau d'arrosage? On va retrouver en fait un certain nombre de choses qui ont été dites. Les situations d'entreprise, surtout les situations de management d'entreprise. Donc, ce sont des situations dans lesquelles un certain nombre d'hommes et de femmes vont se retrouver à animer des réunions. Quand ils seront un peu plus dans un autre poste de responsabilité, ils seront dans des comités de direction, mais ils doivent aussi gérer des entretiens interpersonnels, etc. Il existe des comportements de base qui, si on décide à un moment ou à un autre de les développer délibérément, c'est un vrai choix, quoi. À partir de maintenant, on va tenter, en tout cas, de fonctionner comme ça. On va tenter, si je reprends ne serait-ce que ce qui a été dit par les uns et par les autres, tout y est. Premièrement, ça c'est un choix fondamental, décidons de mettre en œuvre, lentement mais sûrement, un management par les forces. On n'a jamais vu un individu, on n'a jamais vu un pays, on n'a jamais vu une entreprise qui réussit quoi que ce soit de formidable en prenant appui sur ses carences. Ça n'existe pas. Bon, il y a un vieux proverbe oriental qui dit « Quand mon ami est borgne, je le regarde de profil ». Au bout d'un moment, il faut regarder le monde de cette façon-là. Mais ça, c'est une discipline, parce qu'effectivement, l'école, le 15 où il manque 5 points, pourquoi tu n'as pas mis 20, etc. Donc, regarder le monde à travers les forces, là où on a réussi, là où on a de la ressource. Le deuxième point en entreprise, c'est il est très facile, effectivement, de se désespérer et de tuer le sentiment d'efficacité. C'est si on s'entête à mettre son intelligence et sa passion sur des domaines sur lesquels on ne peut rien, quoi.
Ça s'appelle ruminer. On va pleurnicher sur tout, quoi. La mondialisation, le réchauffement climatique, etc. Or, regardons là où on a des marges de manœuvre, là où on peut faire bouger les choses. Et raisonnons solution. Oui, attendez, juste avant raisonnons solution, juste sur ce deuxième point, est-ce qu'on pourrait même imaginer un bon usage des pessimismes? Parce que, en pensant à ce que disait Laurence finalement, hein, qui est une force en soi, c'est-à-dire voir les pessimistes ou le pessimisme comme une force à utiliser. Je vais vous dire, dans les familles bourgeoises, au début du XXe siècle, les gens, ils avaient leurs pauvres. Bon. Mais il faudrait qu'on ait nos pessimistes. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un pessimiste, ne serait-ce que pour s'entraîner. J'espère qu'on en a dans la salle. Mais bien sûr, parce que c'est un point important, quoi, vous voyez. Je ne sais plus qui a fait cette extraordinaire sortie. L'optimiste a inventé l'avion et le pessimiste a inventé le parachute. On a besoin des deux, mais chacun son job. Chacun son job. Et encore une fois, le pessimiste, enfin du moins, les individus qui vont fonctionner... Je préfère d'ailleurs, moi, parler dans le monde du travail, au lieu de parler, effectivement, je rejoins complètement Charles là-dessus, il faut arrêter de dire optimiste, pessimiste. En revanche, vous allez voir, c'est tout bête. Dans la salle, par exemple, il y a des gens parmi vous, vous êtes droitier. Vous êtes droitier, ça veut dire que vous fonctionnez en base droitière, d'un point de vue, voyez. Donc ça ne veut pas dire que vous avez la main gauche n'existe pas. En revanche, l'exercice naturel, il est d'être droitier. Et si vous avez demain le bras cassé, vous allez un peu maladroitement, mais apprendre, réutiliser votre main gauche. Mais croyez-moi, dès que la main sera redevenue normale, vous oublierez. Il y a quelques ambidextres, bon, c'est formidable, mais la plupart d'entre nous, on a cette base. Et il y a des gens qui, effectivement, ont appris à fonctionner plutôt en base optimiste, parce qu'ils avaient d'ailleurs, alors là je dirais c'est le psy qui revient, ils y retrouvaient aussi des bénéfices, et des gens qui fonctionnent en base pessimiste, parce qu'ils trouvent aussi un certain nombre de bénéfices. Moi je rappelle quand même, j'ai souvent moi dans la question sur, oui, vous comprenez, l'inné, l'acquis, tout ça. Moi personnellement, l'inné, j'y crois pas trop, quoi. Je crois à l'acquis précoce. En revanche, il y a un élément qui est un élément, on dirait, qui est dans le génome, qui est le suivant. Pourquoi est-ce que nous considérons que l'optimisme est dans la nature humaine au départ? C'est très simple. Si vous avez des enfants, vous les regardez. Regardez un petit garçon et une petite fille qui essayent d'apprendre à marcher. Il va se casser la gueule 20 fois, 30 fois, 100 fois, 150 fois. Vous n'avez jamais rencontré un enfant qui, à un moment donné, dit « ras-le-bol, j'arrête ». Vous n'avez jamais rencontré un enfant qui ait renoncé avant de pouvoir parler à autrui, etc. Tant que l'enfant est dans une espèce d'état encore, je dirais, de bio-nature, son optimisme naturel fait partie de son génome parce que c'est ce qui va lui permettre de grandir. Et puis à un moment donné, effectivement, les emmerdements commencent, ça s'appelle l'éducation. Alors là, après, c'est autre chose. Oui, finalement, c'est Churchill qui disait l'optimisme, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais se décourager. Hein. Voilà. C'est l'histoire du petit enfant. Alors, avant de se quitter, je voudrais qu'on refasse un tour là avec nos intervenants, puis on va retrouver Mathieu Baudin pour la conclusion. Un mot. Juste sur le verre de Bordeaux, je voulais quand même vous rappeler une chose, en tant que Bordelais. Je voudrais vous dire un truc. Le verre de Bordeaux à moitié plein ou à moitié vide, ça n'existe que quand on le laisse poser sur la table et qu'on le regarde, c'est-à-dire qu'on a une posture un peu intellectuelle et abstraite. Dès l'instant où vous avez commencé à le boire, vous allez faire une découverte fondamentale, parce que dans la vie c'est pareil, c'est dans le verre de Bordeaux à moitié plein, dans la moitié à moitié vide, il y a l'arôme. Pensez-y à ça. C'est joli. Ça, c'est optimiste. On a des poètes ce soir. Alors, un petit mot chacun pour nous dire, voilà, on dirait, vous savez, comme dans le questionnaire de Proust, est à présent de votre esprit. Alors, allez, Christian de Boisredon, est à présent de votre esprit. Vous diriez quoi? Ou est à présent, ou interrogation, ou avec quoi vous repartez finalement ce soir de ce débat et que vous allez partager après au cours de la soirée? Un grand merci, voilà, pour tous ceux qui ont été optimistes avec moi. Et tous ceux qui sont là. Et c'est la première fois qu'on a un débat où il n'y a pas le pour et le contre. C'est génial, hein? Oui, c'est vrai. Je pense qu'on a appris plus que quand il y a un pour et contre. Et j'avais même prévu de faire l'avocat du diable et de la journaliste de base en disant quand même on ne peut pas y croire. Mais comme finalement Charles m'a coupé l'herbe sous le pied en parlant tout de suite des histoires de pessimistes et tout, donc j'ai laissé tomber. Puis je me suis dit voilà, ça coule tout seul. Désolé. non, Charles, je vous en veux pas. Philippe, un mot. Oui, mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Christian, c'est d'abord un grand merci à tous d'avoir participé à cette soirée. C'est une soirée où on apprend. Et puis, le mot qui me vient, c'est l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie. Johnny, yes, on n'a pas... et puis, pour ceux qui peuvent le faire, faites un tour au Québec et puis observez, simplement observez, écoutez, observez, c'est tout. Et je crois que c'est un entraînement quotidien à faire pour soi-même. Et puis, de regarder toutes ces idioties qu'on peut dire au quotidien qui cassent notre optimisme par voie de conséquence. Okay. Même quand quelque chose est bien en français, on dit « c'est pas mal ».
Vous allez, mesdames, vous arrivez de chez le coiffeur, on dit comment vous me trouvez, on dit tous c'est pas mal. Ça manque beaucoup d'enthousiasme, je reprendrai le mot d'enthousiasme. Oui. Bon ben, promis, on va aller faire des stages au Québec, au pays des joyeux vivants. On va aller prendre un peu de joie de vivre. Élodie? Mais moi, je repars avec un nouvel outil de prévention. Hein. Là, vraiment, c'est quand même très enthousiasmant pour moi parce qu'on tourne un peu en rond au bout d'un moment pour aider. Et vraiment, c'est pour moi un bel outil de prévention, tout ce qu'on vient de présenter là et partager. Et je vais avoir envie de le partager avec les salariés dont j'assure le suivi. Partager leurs forces et leurs ressources. Charles, sans garder le micro pendant 10 minutes. 30 secondes. Max, je chronomètre, c'est parti. Pourquoi tant de haine Tu as parlé de force, alors je vais parler de force. L'optimisme est une force. En France, on a tendance à raisonner en termes de dons à l'école. L'inconvénient du don, c'est où on l'a ou on ne l'a pas. Les forces, on les a toutes. Ça, c'est important, quoi. On les a toutes, l'optimisme, l'empathie, le pessimisme aussi, après tout, ça peut être une force, et ainsi de suite. Et pour finir, merci à Christine d'avoir organisé la soirée. Voilà, merci. Merci pour ce joli message optimiste. C'est joli, les forces et les dons. Laurence? Une profonde gratitude pour toute cette énergie positive créée et un effervescent optimisme contagieux. Donc, ça bouillonne et j'ai envie de rayonner. Extra. Merci, Laurence. Et Philippe? Et d'abord, merci. Et je crois qu'on repart tous avec cette idée que dès l'instant où on regarde à l'intérieur de soi-même, on peut y trouver des choses formidables. Et je crois que je suis même sûr que c'est Albert Camus, c'est dans le mythe de Sisyphe. Il dit à un moment donné, surtout quand on pense un peu à ce qui se passe en ce moment partout dans le monde, on dit c'est un peu l'hiver, quoi. C'est un peu l'hiver économique, c'est un peu l'hiver. Et Camus disait, dans le fond, il a fallu que j'attende d'être au cœur de l'hiver pour comprendre qu'il y avait en moi un invincible printemps. Et donc, ça veut donc dire que le printemps n'est pas loin. Et je trouve que ça, c'est plutôt une excellente nouvelle, pour le coup. Oui, c'est une très belle nouvelle. Merci, Philippe. C'est très joli. Alors, on invite maintenant Mathieu Baudin à nous rejoindre. Mathieu Baudin qui a donc suivi ce débat comme vous avec attention, mais surtout si ce futur exprimé par nos intervenants ce soir vous a apparu souhaitable, Mathieu. Plus que souhaitable, il est enthousiaste. On sent, Laurence, vous parliez d'un bouillonnement, on sent bouillonner en nous depuis le début quelque chose qui nous relie et pourtant on se rassemble sans se ressembler. C'est cette énergie-là que moi j'ai ressentie avec vous. Moi j'ai choisi comme couleur le vert, celui-là, parce que ça me rappelle un souvenir. On a fait la soirée le 21 décembre 2012 au soir, à la Gaîté Lyrique. On a fait une soirée qui s'appelait la soirée Fuck les Mayas, la soirée des optimistes. Et la baseline, je trouve, nous résume pas mal. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Bienvenue dans le nouveau monde. Et ça, ce soir, on a une partie de cette parcelle du nouveau monde. On sent ce bouillonnement, on sent un mouvement. On se sent dans l'air du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. Et ça, c'est grisant. Ça donne de la force. Donc, merci à vous. Tu parlais de tripalium, qui nous a donné travail. Moi, j'ai un linguiste anglais qui m'a dit que travel, en anglais, ça venait de travail, français. C'est joli, ça veut dire que les mots ne sont pas figés et qu'on leur fait dire ce qu'on veut, on transforme un peu la nature des choses et que passer du travail à un voyage, face à la mutation du monde qui nous attend, c'est peut-être aussi une belle perspective. Les choses ne sont pas figées, nous sommes en mouvement et moi, il y a un truc qui m'a rassuré, c'est d'avoir un enseignant-chercheur en psychologie positive. Là, il y a un truc dans mes études que j'ai loupé. En plus, je sais par ailleurs que l'intelligence collective commence à être une discipline. Donc, je pense, en plus, Élodie, vous nous avez rassuré, l'optimiste, il est en meilleure santé que les autres. Alors là, moi, je dis que le regard du monde a changé. Là. Il y a quelque chose qui se passe. L'autre bonne nouvelle, c'est que tout est à réinventer. Et que ça nous laisse un champ de liberté pour tenter les choses comme on n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est le moment de partir. Si vous ne savez pas où aller, moi, j'ai un détour opérateur, là, qui vous dit,
il y a plein de destinations de solutions, il y a plein de gentils organisateurs en plus qui participent. Donc si vous avez un manque d'idées pour partir, essayez de voir du côté de Spark News. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut partir. Et il faut arrêter la bouillie de chat. Ça, c'est sûr. Et en plus, moi j'ai l'envie, j'ai l'intuition qu'il faut adopter un fonctionnaire belge pour s'en inspirer et lui proposer d'aller donner des cours dans des écoles de management. Et surtout, comme Philippe, je pense qu'il faut tenter le coup. Il faut tenter le coup, vous aviez parlé de risque. Ben moi, je propose qu'on tente le coup avec une philosophie qui déstresse tout le monde. Vu la réinvention qu'on a devant nous, au pire, ça marche. Donc c'est le moment d'affréter des caravelles, c'est le moment d'aller dépasser l'existant, pour aller voir demain et pour être des porteurs d'un demain qui pourrait ressembler à ce dont on rêve. Si vous avez les moyens, si vous êtes une entreprise, si vous voulez être le nouveau Médicis, dont on se souviendra parce qu'il a été le porteur justement de l'incubation du monde d'après, affrétez un 3-mâts. Et puis laissez ces petits jeunes ou ces moins jeunes qui veulent explorer faire leur chemin. Au pire, ça marche. Si vous avez que le courage comme valeur, ce qui n'est pas la moindre des valeurs, eh bien prenez une embarcation avec un mât. Tout nous y invite, car même en français, une coque avec une voile, cela s'appelle un optimiste. Merci Mathieu Baudin. Oui, je crois qu'on peut applaudir. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants. Merci à vous. Merci pour ce débat. Merci à vous surtout pour votre attention, votre enthousiasme. Merci.